petit récap de où on était dans la lecture et c'est parti. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui viennent pour la lecture de sciences sociales. Promis, je ferme ma gueule. Je suis désolée, j'ai raconté masse anecdote parce que j'ai pris du café. Donc là, j'y suis à fond. Hein. Merci Truth. Oh oui, je vais me faire de l'argent. Is Tout, qui a non seulement sub aujourd'hui, mais qui offre des subs. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci pour la solidarité, c'est adorable. Profitez bien du loot, évidemment. Mais oui, donc pour les bails, sachez que ça fait plusieurs semaines qu'on lit un bouquin de Muriel Darmon. Si vous ne connaissez pas Muriel Darmon, c'est une super chercheuse en sociologie contemporaine. Donc ses travaux de recherche sont très récents. Et vraiment, elle est incroyable. Hyper pertinente, très intéressante. Et en 2015, elle a sorti un livre sur les classes préparatoires. Elle-même, elle est passée par une classe préparatoire. Merci numéro bis pour le Prime. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Et donc elle est passée par une classe préparatoire. Elle a fait une grande classe prépa parisienne, littéraire. Alors, je crois Cagne, voilà, un truc comme ça. C'est une des sociologues qui m'a le plus marqué, clairement. Elle est incroyable. Donc voilà, elle est passée par là. Et elle a décidé de mener une enquête qui soit peut-être un peu plus... Enfin, parce que souvent, les gens, ils disent « Oui, mais si tu parles que des classes préparatoires parisiennes, on ne voit pas tout. » Bon, elle a décidé d'aller dans l'entre-deux. Parce qu'en gros, il y a soit le cliché de « Les classes préparatoires, c'est pas ce qu'on pense. Regardez, moi, j'ai fait une petite classe préparatoire en province. L'ambiance a été très conviviale. » Ou alors, vous avez « Oui, l'élite de la France, les grandes classes prépa parisiennes. » Donc, elle a pris un peu un entre-deux. Elle a pris une classe préparatoire d'un grand lycée de province qui est plutôt bien classé. Et elle a été voir les prépas une prépa économique et une prépa maths sup. C'est ça? Scientifique. Scientifique. Je sais pas, je comprends rien de toute façon à tout ça. Vu que je n'ai pas fait de classe préparatoire, je le rappelle. Elle a passé du temps en immersion. Donc elle a suivi les conseils la dernière fois. Si vous avez envie de regarder la rediff. On a suivi les... comment étaient sélectionnés les gens pour les classes préparatoires. Et alors, énorme surprise, les gens sont sélectionnés pas tant sur leurs notes, mais sur leur manière d'être et de faire. Comment vous voyez ça dans un dossier si un étudiant, un lycéen qui a 17-18 ans a la bonne manière d'être? Vous regardez les appréciations. Et est-ce que c'est une personne qui fait des bavardages, qui a tendance à ne pas se donner complètement, ça glande un max, pourrait mieux faire? Bon, bah, cette personne-là, vous ne la prenez pas, bien sûr. Il faut prendre, pour eux, des gens qui sont capables d'en avoir sous la pédale. Ils disent, en gros, qui travaillent, mais pas trop, qui sont pas obligés de travailler énormément pour avoir des bonnes notes. Donc, il y a un potentiel à développer. Et des élèves qui sont dociles, qui se plient aux normes et aux manières d'être de la classe préparatoire, potentiellement, qui sont pliés, en tout cas, au lycée, et qu'on va pouvoir façonner. Voilà. C'était ça l'ambiance. C'est ça l'ambiance. C'est comme ça qu'ils sont sélectionnés. Donc on a regardé comment est-ce qu'ils étaient sélectionnés et on a regardé leur journée de rentrée. Ça, si vous avez envie de voir ça, c'est dispo sur le précédent live du coup. Sur Twitch pour l'instant. J'ai failli me faire virer dès le premier semestre de prépa avec convocation chez la directrice et tout pour avertissement comportement alors que je ferais strictement rien de mal. Est-ce que tu as osé penser par toi-même et faire une remarque à un de tes professeurs pour dire que tu n'étais pas d'accord? Est-ce que tu n'as pas appliqué 100% de ce qu'il disait aussi, hein? Tu le fais exprès. Franchement, tu fais exprès. Donc, en gros, ils choisissent les gens sur leur savoir-être. Sur leur savoir-être. Ce qui montre bien que ce qu'ils sélectionnent, c'est des fils et filles de classe supérieure et aisée. D'ailleurs, les statistiques sont extrêmement parlantes. Regardez le premier live, donc il y a 2 semaines, qu'on a fait sur les classes préparatoires. Muriel Darmon donne les statistiques qui sont affolantes et qui montrent que la grande majorité des gens qui font des classes préparatoires viennent de classes supérieures et aisées. Voilà. En avoir sous la pédale, c'est littéralement ce que disaient mes profs de lycée avant d'entrer en prépa. Ouais, bah. Voilà. L'arsenal de la discipline. Maintenant, on va voir un peu comment fonctionne l'institution sur les élèves. Et il faut que je mette cette caméra. Incroyable. La force des institutions tient à la continuité de leur action. Donc,
En gros, quand tu es sélectionné pour une classe préparatoire, tu vas rentrer dans une institution qui va venir essayer de régler l'ensemble de ta vie. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que tu es prépa, tu prends ce prépa, ta vie c'est la classe préparatoire à partir du moment où tu rentres en classe prépa. Les processus de sélection, les cérémonies d'admission ne sont qu'un début. La cérémonie d'admission, pourquoi est-ce qu'elle avait passé du temps dessus? C'est parce qu'elle disait bah, ça conditionne les élèves à ce qui est attendu d'eux, la manière d'être. Enfin, on a lu les commentaires du proviseur, c'était assez affolant. Vous êtes l'élite de la nation, des gens qui bavardent et qui essayent de socialiser, c'est interdit. Voilà, bon. C'est dans son fonctionnement quotidien durant 2 ou 3 années que l'institution préparatoire va exercer ses effets. Donc c'est au quotidien. T'es tous les jours dans une classe prépa avec tous les jours les mêmes élèves et les mêmes profs et c'est comme ça que tu vas être transformé par la classe préparatoire. Si l'expression de mise au travail suppose une action linéaire et limitée dans le temps, la mise sous pression comme poursuite de la mise au travail par d'autres moyens lui succède. Donc en gros le but c'est de mettre au travail les élèves de classe prépa et ensuite on les met sous pression pour être sûr qu'ils continuent à travailler. Le contrôle institutionnel est en effet censé ne jamais démentir tout au long des années. C'est toujours intense, quoi. On peut en présenter les éléments les plus frappants en partant des trois instruments, à la fois souples et simples, identifiés par Michel Foucault à propos des institutions disciplinaires. Donc il y a 3 leviers qui sont utilisés dans ces institutions-là. La surveillance, la sanction et l'examen. Ça donne envie. Surveiller. Voilà ce que dit une CPE à la rentrée. Nous allons vous suivre à la trace comme jamais vous n'avez été suivi. Ah. Cette phrase prononcée lors du discours de rentrée est emblématique d'une surveillance qui procède en partie de manière performative. En gros, on le dit, donc les gens ont peur, donc ils vont faire attention. Son énonciation, donc le fait de le dire, contribue à la faire exister et à renforcer son effet sur les conduites. La présentation du dispositif administratif de surveillance des conduites lors de la réunion de rentrée participe en effet pleinement au fonctionnement de ce dispositif. Pas besoin de mettre tant de moyens là-dedans. Mais en vrai, il y a ça aussi avec les caméras de surveillance. Hein. Avec les caméras de surveillance, il y a ça. Ils savent que ça dissuade. L'assiduité est un facteur de réussite en classe préparatoire. Les choses se savent tout de suite. Vous disparaissez 1 heure, 2 heures, et le lendemain, on vous demande des comptes. Voilà ce que dit la CPE. Top. Merci Cookie Cookcake pour les 11 mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Les effets de cette surveillance administrative sont visibles tant durant les cours quotidiens de l'année, lorsque des élèves sont rappelés à l'ordre suite à des absences ou à des retards, que lors des moments ritualisés. Le décompte précis des demi-journées d'absence intervient dans l'analyse du cas de certains élèves lors des conseils de classe. Ouais, ils surveillent si t'as été trop absent. Les coups de pression, quoi. Attendez, j'ai oublié de mettre... J'ai activé les sous-titres. Et voilà. J'ai oublié d'activer les sous-titres. J'ai activé les sous-titres si vous avez besoin. Et j'active aussi le point d'exclamation. Lecture. Voilà. Bienvenue aux gens de Stupideco. Incroyable. Bonjour, bonjour. Très joli pseudo, Ubik. Bienvenue aux gens de chez Stupid Economics. Nous sommes en train de commencer la lecture de Muriel Darmon. Les classes préparatoires à la fabrique d'une jeunesse dominante. Et on parle des gens qui ont fait prépa économie, justement. Donc, bienvenue. Si tu es en retard de 2 minutes en classe préparatoire, tu rentres pas dans la classe. Ouais. Bah là, on est en train de parler de comment est-ce que les élèves sont ultra surveillés en classe prépa. Et comment l'assiduité est très importante. Voilà. Donc là, on parle de classe prépa, de économie et scientifique. Voilà. D'un grand lycée de province qui est plutôt bien classé, mais qui est complètement anonyme pour le bien de l'enquête. Voilà. J'ai réussi à faire mes 2 ans de prépa avec beaucoup d'absence et en transformant ma chambre d'internat en bar tous les soirs. La CPE me détestait, mais les résultats étaient là. Je pense que ça ne serait plus possible maintenant. C'est possible aussi que, oui, en fonction des périodes, il y a des évolutions. Par exemple, les classes préparatoires aujourd'hui essayent de se racheter une image et d'avoir l'air de moins en moins rigoureux et sévère, tout en étant évidemment l'idéal de réussite et tout ça. Hein. Voilà. Ils sont quand même toujours en train de cracher sur la fac. Ça, il n'y a pas de souci.
mais, et de dire que c'est des branlos. Mais quand même, ils essayent de te vendre le truc comme tu vas vivre une expérience, tu vas créer des liens, il n'y a pas de compétition, etc. Voilà. Salut Narpiou. Ah bah on est là pour ça. Hein. Salut moi Exilo. Bienvenue à tous et toutes celles qui arrivent. Merci encore pour le raid Stupideco. Donc voilà, donc les gens sont surveillés en classe préparatoire, on surveille leur retard, voilà. Sur l'exemple des demi-journées d'absence, comme sur la définition institutionnelle des retards, on peut voir que le temps dû au cours est très minutieusement et très finement décomposé. Retard et absence sont également surveillés de près en interne par les enseignants eux-mêmes, qui peuvent rappeler à l'ordre les élèves, collectivement ou individuellement, sur leurs retards, leurs absences dans des cours, dans ceux de leurs collègues, voire sur de simples décalages d'horaire dans l'école qu'eux-mêmes ou que leurs colleurs font passer. C'est quoi l'école hein? C'est quoi l'école hein? Un examen oral hebdomadaire. Ah! D'accord. Je savais pas. Oula, t'es pas prête? Quand je vous dis que je connais pas de gens qui ont fait des classes préparatoires, c'est pas pour faire joli. Vraiment, je sais pas. Hein. J'ai toujours vu passer ce nom, mais pour moi, aller en colle, c'était quand tu te... Pour moi, aller en colle, c'était au collège et au lycée, quand un prof disait sale merde, t'as fait n'importe quoi, t'as foutu le sbeul dans ma classe, je t'ai vu cracher ton chewing-gum par terre, tu vas aller en colle. Et là, il y avait un pauvre surveillant qui devait se taper, me regarder comme ça pendant 1 heure à faire des exercices de maths, quoi. Voilà, pour moi, c'est la punition, la colle. Mais là, ils ont l'air d'en parler comme si c'était normal. Hein. Donc, en fait, c'est des évaluations, d'accord. Et c'est devant les autres ou tu fais ça tout seul? J'en sais rien. J'en sais rien. De la torture au tableau. Ah, ça donne envie. Simulation d'euros de concours, souvent par groupe de 3. D'accord. C'est bizarre qu'elle n'ait pas expliqué. Pourtant, on a quasiment tout lu depuis le début du livre. Ok. La surveillance opère en effet par la communication d'informations entre 3 pôles professionnels. L'administration, les enseignants et les enseignants extérieurs, colleurs, chargés des interrogations orales. Ah ben voilà, c'est expliqué juste après. Ces interrogations sont censées préparer à l'oral des concours, mais elles ont également pour fonction d'inciter à un travail régulier et continu. Ces derniers transmettent évidemment les présences et absences des élèves au col, ainsi que des notes et des appréciations sur leurs élèves, sur leur travail de préparation de la colle, sur leur compréhension des cours de leurs collègues. De ce fait, la contribution des colleurs au dispositif de surveillance préparatoire est décisive. Ah, donc les membres du jury de la colle sont différents des profs en plus, là. Ok. Voilà ce qui est dit par monsieur le prof de langue d'une prépa scientifique. Sur mes classes, j'ai 12 colleurs qui interrogent chaque semaine. Donc je reçois des comptes rendus dans mon casier. Quand je m'aperçois qu'il y a un problème, je rectifie en classe. Et les colleurs doivent me mettre soit les grosses fautes, soit les gros défauts. Voilà ce qui est dit dans un conseil de classe de prépa scientifique à propos d'une élève. Les colleurs m'ont dit qu'elle ne souriait jamais pendant l'école, que tout avait toujours l'air de lui coûter. Quand on vous dit qu'ils évaluent sur la manière d'être, qu'est-ce que ça peut te foutre si elle fait le travail, en fait, qu'elle a envie de mourir quand elle est là? Là, on parle de prépa scientifique. Les colleurs sont des profs qui ont la grecque. De l'extérieur. Ouais, c'est ça, c'est de l'extérieur. Ok. En plus, il faut être heureux. Non, mais tu m'étonnes. Plus généralement, l'école constitue une addition notable par rapport à la situation scolaire antérieure, au dispositif de surveillance des élèves, sans que cette fonction apparaisse forcément aux élèves qui y voient dans la plupart des cas un nouveau mode d'examen souvent désagréable, car intimidant du fait du face-à-face avec le colleur. Ouais, alors qu'en fait, ça fait partie du dispositif de surveillance. Mais les élèves, ils se disent juste « Putain, c'est relou, encore un examen, de merde ». Non mais là, dans cette prépa-là, c'est des profs de l'extérieur, dans cette prépa-là. On peut faire l'hypothèse que le malaise ressenti en colle par certains provient de la situation de visibilité forte sur laquelle est construite cette machine d'interrogation. Dans certaines matières, les élèves passent en tête-à-tête devant leur enseignant ou un colleur extérieur. Ah, donc les deux. Et l'exposé est toujours suivi d'un temps de questions
Ou les approximations, par exemple, ce qui n'est pas su ou ce qui n'est pas compris du cours de l'enseignant interrogateur, sont particulièrement mises en lumière. Ouais, donc on appuie sur le fait que t'as pas compris quelque chose, quoi. Si encore c'était pour que tu le comprennes. Hein. Mais si c'est juste pour t'évaluer, c'est violent, quoi. En sciences, l'agencement d'école les inscrit même dans le modèle compact de dispositif disciplinaire identifié par Foucault sous la figure du panoptique. Ah. Le panoptique, c'est le principe de « tu es surveillé par tes pairs ». À quoi bon embaucher des gens qui vont être payés pour te surveiller? Le mieux, c'est l'autocontrôle. Donc tes pairs, ça va être des gens qui pourraient être tes proches, tu vois. Les gens, par exemple, si t'es en prison, ça peut être les autres prisonniers. Tu vois, ça peut être des gens dont ton vécu est proche. Mais on va se servir, on va les mettre en vis-à-vis, en face à face. Comme ça, vous allez vous surveiller en permanence. Comme ça, vous créez pas de lien de solidarité durable. Voilà. Donc la panoptique. Dans une salle de classe, 3 élèves se partagent un grand tableau noir et doivent chacun réaliser sur leur partie du tableau un exercice différent, qui commence souvent par une question de cours. Voilà. Donc comme ça, tu fais sous les yeux des autres et tu es évalué à travers les yeux des autres. Ça, on adore. Ça! Ils tournent le dos au colleur et l'avancée de leur travail lui est donc visible sans qu'ils puissent le voir. Ils sont donc alternativement observés dans leur travail, sans pouvoir savoir à quel moment exact ils le sont, ce qui constitue le trait central du panoptique. Non la surveillance constante, mais une surveillance potentielle dont on ne peut savoir à quel moment elle s'exerce véritablement. Ah oui, d'accord. Le prof, il est dans ton dos et tu sais pas s'il est en train de te regarder toi ou de regarder un autre élève. Aïe, aïe, aïe. Il y a plusieurs choses dans la panoptique. Il y a justement ce truc de tu sais pas quand t'es surveillé, donc dans le doute, tu fais tout nickel tout le temps, quoi. Et en plus, bah, y a la surveillance des autres, qui sont du même niveau social que toi, quoi. T'es surveillé par tes pairs. Tout le monde vient s'auto-contraindre parce qu'on a peur du moment où on va vraiment être surveillé. On fait parfois répondre un autre à ta place si toi t'as oublié. Ah ouais. Comme en open space, ouais, exactement, ouais. Les open space en entreprise, c'est bien pratique pour ça. Hein. Tu sais pas quand les gens vont passer, quand tes supérieurs vont passer dans le bureau, t'as pas la protection d'avoir une porte, quoi. Et t'as tes collègues autour qui regardent ce que tu fais. Ça, c'est un classique, hein. Moi, mon premier boulot, j'étais dans une bulle en verre toute seule, mais du coup, j'étais dans une bulle en verre, donc c'était un open space autour de moi. Et donc, mon écran d'ordinateur était tourné du fait qu'en permanence, mes supérieurs pouvaient le voir. S'ils passaient. Ou mes collègues. Pour aller aux toilettes. J'étais le passage pour aller aux toilettes ou dans la salle de pause. Donc, autant vous dire que ça peut être très, très aléatoire. Hein. Les pauses toilettes des gens, les pauses clopes, machin. Il y avait l'espace pour fumer aussi à côté de moi. Donc, bon. En fait, ce qui fait qu'en permanence, bah, je pouvais pas être en train de faire autre chose que mon travail, quoi. C'est limite pire que si on était surveillé en permanence, car à chaque erreur, tu peux te dire, on a vu que ce moment-là, et c'est pas celui où j'ai réussi. Exactement, ouais, c'est ça. Du coup, tu travailles 2 fois plus, quoi. Moi, j'ai déjà travaillé en open space, mais... Alors, au-delà de cette bulle-là, j'ai déjà travaillé dans un environnement de travail non toxique, en association, où on était dans un mini open space, où on était 4 ou 5 maximum. Et ce qui était cool, c'est qu'on avait aussi une salle pour s'isoler quand on le souhaitait, qui servait de bureau, si on avait besoin. Donc ça, pour moi, ça c'est le top du top. Open space où tu peux parler, travailler ensemble et où c'est agréable pour ça. Et un endroit pour s'isoler si t'as besoin, etc. Ça, c'est... Ça, c'est le parfait. C'est vraiment parfait. Donc bref, en tout cas, quand tu fais ta colle à 3 sur le tableau, tu sais pas si le prof est en train de regarder un des autres élèves ou toi, donc... La pression, quoi. 3-4, c'est pas vraiment un open space. Bah, c'est pas les open space des grosses entreprises, mais ça reste quand même un bureau partagé. Mais oui. C'est pas dans la définition classique d'open space, quoi. Et ça reste qu'en permanence, mes collègues pouvaient voir un peu ce que je faisais, quoi. À cela s'ajoute une articulation particulière entre l'individualisation des injonctions et des évaluations. Le colleur s'adresse alternativement pour poser des questions, corriger ou approuver à chacun des élèves. Donc t'es individualisé, mais sous les yeux des autres, quoi. C'est un peu bizarre, quand même. Le caractère collectif de la séance,
qui fait que celle-ci a lieu, sinon sous le regard, du moins en présence des 2 autres élèves, dans une sorte de tête-à-tête public. L'enfer. Ce type de call accentue encore la visibilité extrême des conduites scolaires en rendant perceptible le travail en train de se faire. Les hésitations, les lenteurs, les erreurs, même rectifiées par la suite. La remémoration trop lente d'un théorème central qui devait être su par cœur sans aucune hésitation, hein. Vous devriez pouvoir l'écrire en 2 secondes au tableau. Peut ainsi être relevé par un colleur. Si bien que la surveillance peut s'effectuer non seulement sur les résultats du travail en train de se faire, mais sur ses procédures mêmes. C'est vrai que, du coup, quand moi j'ai fait des examens, c'était toujours des examens où je rédigeais sur une feuille, j'avais 2-3 heures, et à la fin, je rends le papier. Mais on ne sait pas le cheminement que j'ai eu. Là, c'est vrai qu'on voit le cheminement, on voit les hésitations de la personne, donc on sait si elle maîtrise pleinement par cœur ou pas. C'est quand même terrible, hein. Le but en call, c'est d'aller le plus loin dans l'exercice. Si tu bloques, c'est bien que le prof le voit. Les pires calls de mémoire, c'est celles où le prof te laisse dans ton coin pendant 1 heure sans jamais t'aider ou te donner d'indices. Tu te fais allumer à la fin car t'as rien réussi. Ouais, non, atroce. Ouais, effectivement. Après, tu joues toujours dans le même petit groupe de call. Et ça, c'est censé me rassurer, du coup. Le fait que vous soyez par groupe de poulains, comme des petits chevaux de course, là, de 3, ensemble, constamment ensemble, à s'auto-surveiller en permanence. Alors oui, ça crée des liens de solidarité, mais j'imagine, hein, dans la douleur. Mais bizarrement, ils font ça aussi dans la télé-réalité, pour créer des groupes. Ils font ça pour Koh-Lanta. Ça fait du contenu, hein. Ça, c'est sûr. C'est pour l'organisation, c'est compliqué de gérer le planning. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. D'ailleurs, tous les dispositifs des institutions totalitaires, c'est pour ça. La prison, par exemple, l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment que pour des questions d'organisation, parce qu'il n'y a pas le temps. C'est pas du tout pour créer des espaces dans lesquels les gens sont à la fois en groupe et à la fois isolés. Non, non. Ça doit être pour ça. Ça doit être parce que ça doit manquer de moyens, ces classes préparatoires. Hein. Ça doit être ça, ouais. Manquer de moyens et de temps, ça doit être ça, bien sûr. On y croit. Ce qu'il faut savoir, quand on lit de la sociologie, on finit vite déprimé sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des mécanismes conscients pour obtenir et sucer, comme ça jusqu'à la moelle, le meilleur des élèves. Donc si on a envie de vous mettre au travail et de vous rendre docile, on va trouver le meilleur dispositif pour vous mettre au travail de la manière la plus efficace et de vous rendre docile de la manière la plus efficace. Si c'est de vous mettre par groupe de 3 pour que vous ayez l'impression que vous soutenez dans ce groupe de 3, ça va être ça. S'il y a un besoin de micro-solidarité dans la classe, ça va être ça. Oui, il y a des trucs arbitraires aussi, bah, j'imagine, ouais. Salut Nulti! Salut Nulti! En tout cas, je troll un petit peu et je fais un peu d'ironie, mais c'est pour vous dire que vraiment, l'excuse de ces pratiques en logistique n'explique pas pourquoi est-ce que toutes les classes préparatoires, même celles qui ont des gros moyens, font ça. En fait, il y a une logique derrière qui est institutionnelle. Et qu'il y a une volonté derrière. Il y a une volonté institutionnelle. Ce n'est pas neutre, ce choix-là. Le colleur peut également, quand il le souhaite, interrompre un élève d'un « tu m'expliques ce que tu es en train de faire ». Ce qui permet là encore un mode de surveillance des compétences scolaires qui va bien au-delà de la vérification du produit fini et testamentaire que constitue une copie de devoir surveiller. Ouais, c'est ça, moi j'ai toujours vécu ça. La copie de devoir surveiller. J'ai jamais eu de surveillance du travail que j'étais en train de faire. Ou alors, c'était que pour des choses qui n'étaient pas notées. Donc, j'avais l'impression que c'était vraiment pour m'aider parce que c'était pas noté, quoi. Mais ouais. De mon expérience, leur méthode est tellement obvious que facilement contrable. Bah alors ça, SiteSafe, normalement, il y a une partie de son bouquin là-dessus, sur les stratégies de résistance qui sont mises en place par les élèves. Voilà. Voilà. Ça renforce la confiance si tu n'es pas habitué à être observé et à réaliser ton travail devant les autres. Du jour au lendemain, tu te retrouves en open space devant une baie vitrée, devant les WC, avec tous tes collègues qui passent, qui te regardent en train de bosser. Ça peut être dur, non? Bah, t'as résumé ce que c'était que les classes préparatoires. Les classes préparatoires, c'est un lieu pour former des gens à leur mise au travail. On crée des gens qui sont optimisés pour le monde de l'entreprise néolibérale et capitaliste.
Voilà. On crée des travailleurs et travailleuses surdiplômés, mais c'est ça qu'on crée. Donc oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'ils cravachent et qu'ils travaillent énormément en classe préparatoire. Hein. De tels dispositifs particulièrement efficaces s'inscrivent dans une institution dont la surveillance est l'une des raisons d'être. Les institutions totales peuvent en effet être définies par la visibilité qu'elles offrent aux écarts et aux déviances. Donc quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule, qui a des comportements qui dérogent à la règle, aux normes, on va le montrer. Il va servir d'exemple. Toute infraction, ça c'est ce que dit Goffman, qui est un très grand sociologue. Voilà. Voilà, si jamais vous connaissez pas, incroyable du cul. Toute... Putain, Goffman, incroyable du cul, elle dit. C'est grave quand même. Pire vulgarisatrice du web, hein, je peux le dire. Toute infraction commise par un individu paraît perpétuellement offerte au regard par le contraste qu'elle offre avec le comportement des autres. En gros, Goffman, il a écrit ça dans Asile, qui est justement un bouquin qui explique comment fonctionne le traitement de la folie. Donc lui, il parle de ça aux États-Unis, hein, c'est un vieux texte, etc. Mais il y a peu de choses qui ont changé, malheureusement, dans les hôpitaux psychiatriques. Et il était en immersion dedans. Donc voilà, il a passé beaucoup de temps dans un asile pour voir ce qui se passait. Et donc en fait, quand tu sors et que tu déroges à la norme, tu contrastes justement parce que t'as pas le même comportement que les autres. Et tout ça, c'est pointé du doigt et mis en avant. La cruauté des profs avec ceux qui sortent du lot. Ouais, après, t'es mal vu et tout ça, quoi. Maudit influencé par son week-end proche de MV. Ah, c'était dur, hein, de l'entendre parler et de pas finir par parler comme lui. Je suis beaucoup dans le mimétisme, moi, en plus. C'est très difficile. Du coup, c'est bien ou pas? Eh bien, en fait, c'est pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Tu vois, comme on fait... C'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, avec la sociologie. On n'est pas en train de dire les prépas, c'est bien ou c'est mal. On est en train de dire ça produit ça. Donc, typiquement, là, la classe préparatoire prépare les gens à être surproductifs, surutiles à une société. Moi, ce que je pense, c'est que cette société, elle est défaillante. Que si vous avez des streamers comme Shishayu ou comme même ce que va dire Florence par rapport à ses études de droit qui en ressortent et qui te disent je suis soulagée d'en être partie, ça veut bien dire qu'il y a des problèmes, qu'il y a des dysfonctionnements. Et j'ai pas envie que le cœur de nos vies... Regardez, putain! On est dans l'univers, là! On est dans l'univers! On a l'impression d'être... que sur la planète Terre, c'est le seul endroit où il y a de la vie comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe notre journée à travailler! Et on fait des classes préparatoires. Mais excusez-moi, mais tout ceci n'a aucun sens. Mais bon, admettons. Et les gens ressortent brisés de tout ça, ou au contraire, surproductifs et deviennent des cadres supérieurs toxiques. Enfin, ça m'angoisse. Hein. Tout ceci m'angoisse. Mais ça, c'est mon avis. Par contre, ce qu'explique la chercheuse, c'est comment ça marche. Après, t'en tires les conclusions que tu veux. Mais elle dit, voilà. Dans les faits, c'est ça. Voilà. J'ai déjà lu Tiny Griffey, je fais exprès d'ignorer. Voilà. Tout simplement parce que j'ai déjà expliqué en début de stream, je reprends le temps d'expliquer s'il y en a qui viennent d'arriver. En fait, les classes préparatoires, les gens qui sont sélectionnés pour faire des classes prépa, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont aptes au travail, qu'on sait qu'ils en ont, c'est ce que je disais, ils en ont sous la pédale, qui vont pouvoir travailler encore plus que ce qu'ils ont donné au lycée. Et qu'on considère qu'ils ont les bonnes manières d'être, qui sont, c'est les termes, hein. On veut des gens dociles, qui vont pouvoir... être façonnés par l'institution de la classe prépa pour en faire ensuite des travailleurs des classes supérieures. Et la majorité des gens viennent de classes supérieures et aisées. Donc si vous venez de je sais pas quel milieu de prolo ou de je sais pas quelle classe moyenne, tant mieux. Mais les statistiques sont affolantes. Ce sont majoritairement des gens de classes supérieures et aisées qui sont des classes préparatoires. Et je vais vous faire une commande dans le chat pour le répéter en boucle. Mais tant mieux si vous c'est pas ça, mais la majorité des gens c'est ça. Donc arrêtez de prendre votre cas personnel. Statistiquement, il n'y a quasiment pas d'élèves issus des classes populaires en classe préparatoire. Voilà. C'est donc bien le caractère total de l'institution préparatoire qui se joue dans le dispositif de surveillance qu'elle déploie. Donc, un caractère total, ça veut dire que la classe prépa, elle essaye de prendre, d'envelopper la totalité de ta vie, quoi. Toute ta vie tourne autour de la classe prépa. Dans les entretiens réalisés avec les élèves, revient très souvent l'idée qu'ils s'attendent de la prépa d'y être encadrés, toujours par opposition, explicite ou implicite, avec l'université, et ce qui est perçu comme son laxisme. Ça, c'est vrai, hein. Ils n'arrêtent pas de dire « Ah oui, la fac,
Là-bas, t'es laissé tout seul, t'as pas de cadre. Là, c'est un peu une continuité du lycée, t'es en petite équipe, t'es aidé. Donc ça, c'est vachement mis en avant, l'encadrement. De ce point de vue, l'institution préparatoire apparaît, comme pour paraphraser Goffman encore, comme l'une de ces institutions totales dans lesquelles les reclus, donc les reclus, c'est les gens qui vivent à l'extérieur du monde. Quand t'es en classe préparatoire, t'es dans une bulle, hein, qui est celle de la classe préparatoire où tu ne fréquentes quasiment plus que des gens de classe préparatoire. Il y a des gens qui ont témoigné sur le chat la dernière fois qui ont dit comment est-ce que quand ils sont rentrés en classe prépa ou que leurs amis sont rentrés en classe prépa, ils n'avaient plus de contact avec les gens du lycée qui sont partis en BTS, BEP, formation technique, etc. Ouais, exactement, c'est en vase clos, exactement. Donc les reclus, les personnes qui vivent recluses dans cette petite entre-soi-là, peuvent poursuivre les mêmes buts de mortification que l'institution, donc ça veut dire de transformation de soi, vraiment, et participer à l'entreprise institutionnelle en approuvant la rationalisation au nom duquel elle fonctionne. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des gens qui vont en classe préparatoire sont OK et consentants à être transformés par l'institution, parce qu'ils pensent que ça va faire d'eux de meilleures personnes. Voilà. Qui vont potentiellement réussir, qui vont potentiellement avoir une belle carrière, etc. J'avais beaucoup de boursiers dans la mienne, mais on était au fond des classements des prépas. Ouais, bah, tu as répondu toi-même à beaucoup de questionnements, là. Du chat, je pense. Je sais pas s'il y a une suite avec... J'ai pas lu de travaux de recherche sur les écoles d'ingé. Désolée, je sais pas du tout pour les écoles d'ingé. Le film La Voie Royale? Non, bah là, comme on est dans des lectures... Attends, je regarde juste. Ah, 2023. Non, j'en ai pas entendu parler. Mais c'est un film de fiction? Ouais, c'est ça. C'est un film de fiction. Non, je l'ai pas vu. Là, comme on est dans les lectures, j'ai pas encore préparé des réacts ou quoi. Je sais même pas si je vais en préparer ou pas. C'est no fake qu'on devient vraiment meilleur en prépa. Mais meilleur par rapport à quoi? Meilleur par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est quoi ton critère? Selon quel critère tu considères que le profil de quelqu'un est meilleur qu'un autre? Il y a un double entre soi. Tes potes extérieurs, ils sont juste dans d'autres prépas que toi. Oui, il y a ça aussi. Meilleur par rapport à soi-même avant de rentrer en prépa. Ben moi, je considère que l'université a fait ça sur moi. Tout comme je considère que mon club de sport a fait ça sur moi aujourd'hui. Tout comme je considère que les milieux associatifs et militants ont provoqué ça sur moi aussi. Là, tu viens de me décrire une expérience de vie. Une expérience de vie. Où tu en ressors, t'as appris des choses, t'es meilleur. T'as eu un cheminement, quoi. On est ultra performant en prépa, on gère des problèmes complexes de manière rapide. Ouais, ça, elle a fait tout un chapitre sur ça, sur le rapport au temps. Est-ce que la prépa, c'est pas plus une manière de légitimer des positions sociales dominantes par la suite? En mode, on mérite d'être riche après parce qu'on a beaucoup travaillé pendant 2 ans, plutôt qu'être vraiment une mise au travail. Bah, t'as été mise au travail à fond pendant 2 ans, ça c'est sûr. Et après, ce que tu dis, ça permet de légitimer des positions sociales, oui. On l'a lu dans l'introduction. La chercheuse, elle l'a dit explicitement dans l'introduction. Ça permet d'avoir une noblesse qui passe par les classes préparatoires et les grandes écoles. C'est une nouvelle forme de noblesse. Mais en vrai, c'est pas une nouvelle forme de noblesse. C'est les mêmes nobles qu'avant. La Révolution française n'est pas arrivée. Tu vois, c'est ça la take en fait. Et elle vient de Bourdieu. La take, c'est de dire l'héritage existe toujours. La noblesse, l'aristocratie existe toujours. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils sont dans les grandes écoles, comme Polytechnique et compagnie. Ils sont là. Voilà. C'est juste que le parcours pour légitimer tout ça, ça va être justement de passer par la classe préparatoire et les grandes écoles. Mais oui, c'est carrément ça, bien sûr. Bien sûr. Et ça permet que personne râle ou que personne ait envie de leur couper la tête, en gros. Hein. Bah, c'est légitime. Hein. C'est légitime. Toi, t'as été capable de passer un concours? Excuse-moi. Excuse-moi, Jean-Jacques Plombier.
T'as été capable de passer le concours de préparation pour l'ENA? T'es en mesure de faire l'ENA? Bon bah voilà. Les gens qui décident, ils font l'ENA. C'est pas pour rien. Peut-être qu'ils sont meilleurs. Peut-être que ce sont des êtres plus intelligents et supérieurs. En fait, ça vient légitimer les classes supérieures et aisées, quoi. Voilà. Ce que j'expliquais sur pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui font prépa dans mon chat, c'est que j'ai une bonne place dans l'algorithme Twitch. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui découvrent la chaîne qui se sont retrouvés à cliquer à cause du titre. En ce moment, j'ai une bonne place, en tout cas dans l'algorithme, depuis 10 jours, là. Je pense que c'est la blague poète-poète du 1er avril à la base, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai 50 000 followers sur Twitch, ce qui est énorme. Donc les gens, quand tu vois passer la notif prépa égale bourgeois, je pense que ça attire tous les gens de prépa parmi les 50 000 qui ont follow, quoi. C'est finalement assez logique. Tout comme, c'est ce que je disais, quand on a fait un live lecture sur l'anorexie, on aurait dit qu'il y avait que des gens qui avaient des troubles du comportement alimentaire ou anorexiques dans le chat. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est juste que les gens qui sont concernés par les sujets qu'on aborde, ils se sentent intéressés, quoi. Si je peux ajouter une chose, c'est que dans ma prépa, 80% des personnes sont issues de lycées privés. Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est la voie royale. Hein. C'est le parcours classique, ça. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Ah bah, bienvenue, Aigle Doux. Peut-être que j'ai que des followers en classe préparatoire et anorexique, peut-être. J'adore. Bon. En tout cas, là, ce qu'on apprend et ce qui est hyper important, c'est ce qui fait que l'institution marche aussi bien sur ses élèves, c'est qu'ils sont consentants. Voilà. Ils ont envie d'être transformés par l'institution parce qu'ils pensent d'eux justement que ça va faire d'eux des meilleures personnes. Hein. Donc évidemment, ils ont envie. Ils n'attendent que ça. Donc, on a vu la première chose, ils sont constamment surveillés. La deuxième chose, ils sont sanctionnés. Comme on l'a déjà entrevu, l'efficacité de la surveillance s'appuie sur la possibilité d'avoir des sanctions. L'instauration du climat disciplinaire procède en grande partie de manière performative, par la menace de ces actions. Pas besoin de les punir, il suffit de les menacer, ça passe. Si l'on va montrer plus loin qu'un travail discursif et pratique important et consacré à mettre à distance les représentations trop totalitaires de la classe prépa, il faut dans un premier temps apprécier la manière dont ces représentations sont mobilisées dans l'entreprise de mise au travail des élèves. Ok. En gros, au début, on leur crée cette image lors de la rentrée et des cérémonies d'admission. On leur crée cette image que, attention, ça va être dur, attention, si vous suivez pas, vous filez pas droit, on va vous sanctionner. Et après, dans les faits, c'est un peu plus sympa. Enveloppant, care, on prend soin des gens. Mais au début, en tout cas, on leur met des coups de pression. Ce qu'on a dit, la mise au travail, ça passe aussi par la mise en pression. C'est gentil, Jidoun. Voilà, donc c'est visible tout ça, là. L'idée de mettre des petits coups de pression par la cérémonie de rentrée. Il y a l'évocation à la fois légère et menaçante de sanctions potentielles. Ça, c'est le discours de rentrée du proviseur. En ce qui concerne les week-ends, on vous fera vivre un grand moment historique. S'il y a des dérapages, on vous collera le dimanche après-midi. Vous pourrez donc en parler avec vos grands-parents, puisque vous aurez vécu la même expérience qu'eux. Attends, c'est quoi le rapport avec les grands-parents ? Ouais, c'est ça, on crée le mood. Hein, et après, une fois que t'es docile, bah, y a plus besoin normalement de te mettre des coups de pression, quoi. Prépa école d'ingé et tout ici, je viens de mettre 10 minutes à trouver où était la tirette pour ouvrir un sac plastique à zip. Ne croyez pas les gens quand ils vous disent qu'on est plus intelligente quand on en sort. Non, mais ça, c'est parce que t'as pas de sens pratique. Moi non plus. Hein. N'importe quoi. Paralala. C'est une classe prépa ou le bootcamp des marines? Non, ça va, c'est pas si violent que ça. Mais pourquoi les grands-parents? Je sais pas. C'est pour dire que tu fais prépa de génération en génération? Je sais pas, j'ai pas la ref. Mais peut-être que c'est ça, ouais. Les gens à l'X, ils le sont de père en fils. Moi, pour moi, X, c'est Twitter. Hein. Je comprends pas ce que vous me dites, mais ok.
Ce serait cependant une erreur de voir dans ces exemples l'expression d'une logique purement autoritariste et de retrouver ainsi le sens commun de la classe préparatoire comme une incarnation d'un bagne scolaire à l'ancienne, sans voir comment ces exemples témoignent d'un usage stratégique de cette dimension, à la fois mobilisée et mise à distance afin de mettre au travail les élèves. Ouais, en gros, c'est pas la prison non plus. Ah, c'est Polytechnique X. Ah mais j'en peux plus des acronymes. Hein. Non mais en tout cas voilà, il faut vous dire que c'est pas la prison. C'est pas la prison, c'est pas l'hôpital psychiatrique comme les autres institutions totalitaires qu'on a déjà mentionnées. La classe préparatoire. Juste ça a besoin d'un cadre disciplinaire fort, mais c'est pas autoritariste comme peuvent l'être d'autres institutions. Non mais oui, toutes les écoles des classes préparatoires, toutes les grandes écoles, elles ont des surnoms, mais moi je les connais pas, donc... Vous êtes juste en train de faire de la distinction dans le chat, y a pas de souci. Il y a d'autres écoles dites polytechniques, pas du tout cotées, donc on l'appelle X. Ah oui, d'accord. Mais dégagez! Mais dégagez! Merci, joyeux sociologue, pour le raid. Waouh. Ça arrive avec Bourdieu. Petit pep. On est en train de parler des classes préparatoires, là. Ça fronce les sourcils. Ça fronce les sourcils fort. Je vais avoir des petites rides. La ride du lion, là. On est en train de parler des sanctions qui sont faites dans les classes prépa. Les sanctions de l'institution préparatoire correspondent en fait à des figures de la sanction normalisatrice. C'est pour te remettre dans la norme. Ce sont des procédés subtils de privation mineure, de petites humiliations. Donc encore une fois, c'est pas la prison. C'est des petites humiliations. La discipline rend tout d'abord pénalisable des fractions de conduite, donc des comportements un peu différents de la norme, quoi. La pénalité disciplinaire se fixe sur l'inobservation, l'écart, tout ce qui est inadéquat, qui s'éloigne de la règle. Donc on montre que t'es pas dans le moule. Elle instaure par exemple une micro-pénalité de l'activité. Inattention, négligence, manque de zèle, qu'on examinera plus loin à propos de la pression préparatoire. Bah, le manque de zèle, par exemple, c'est l'élève qui ne sourit pas assez lorsqu'elle est en examen. Elle fait la gueule, on dirait qu'elle est pas là, qu'elle a pas envie d'être là. Bon bah là, elle manque de zèle, donc elle va avoir des rappels à l'ordre. C'est terrible quand même. Ça s'épanouit dans des micro-pénalités du temps. Retard, absence, interruption des tâches. Quand tu fais ça, t'es rappelé à l'ordre. C'est même un mauvais usage du temps qui peut être directement sanctionné. Comme quand lorsque les élèves sont pris à faire des maths en cours d'anglais ou de français. Ils sont pris à faire des maths en cours d'anglais et de français et pour ça, ils sont pénalisés. Oh. Ou coller un dimanche pour avoir manqué des cours afin de réviser un devoir surveillé. Ah non mais... Ils loupent un cours pour réviser, ils sont pénalisés. Non mais c'est quoi ça? J'ai envie de crever, hein. Ce n'est donc pas le manque de sérieux qui est condamné, mais bien l'inadéquation du travail effectué. Tu dois faire ton travail dans le bon temps qui t'est imparti et dans le bon cadre qui t'est imparti. Foucault montre également comment la punition disciplinaire s'inscrit dans un système double de gratification et de sanction. Ah, la petite croquette et après, chla! On adore. On peut déduire que le verbe sanctionner est préférable à celui de punir pour décrire ce phénomène. Les notes et le classement des élèves en prépa fonctionnent en effet selon un système double. On pourrait a priori penser que leur valeur est nulle, à part dans sa dimension prédictive, puisque seuls comptent les performances et les résultats au concours de la fin des 2 années. C'est vrai ça. À quoi bon avoir des notes tout le long de ta prépa, alors qu'au final, ce qui compte, c'est tes résultats au concours, pas tes notes en prépa. Ok, ça peut te donner un ordre d'idée, mais ça pourrait juste servir de prédiction, sans avoir des coups de pression en fonction de tes notes. Ce n'est pas le cas. Le classement obtenu en première année de prépa scientifique, par exemple, conditionne l'accès à des biens rares de 2e année, comme les classes étoiles, ou encore l'option informatique en MPSI. Ça, c'est maths sup, c'est ça? Surtout, le rang en lui-même vaut récompense ou punition. Plus t'es cassé, mieux t'es récompensé. Mais vous inquiétez pas, il y a des gens dans le chat qui ont fait prépa qui ont dit non, il y a une super ambiance, c'est pas du tout la compétition. Juste, il y en a qui sont mieux classés que nous et qui ont accès à plus de choses. Mais vous inquiétez pas, tout ça dans la bonne humeur. Hein. Maths et sciences de l'ingénieur, très bien.
Jusqu'à l'obtention du concours, qui peut bien sûr rebattre les cartes, c'est le rang obtenu chaque fin de semestre et la place dans la classe qui définissent la réussite ou l'échec de l'année. De manière plus quotidienne, le fait de ne pas noter un devoir, rendu en retard, manifestement copié, rendu suite à une série d'absences, peut être utilisé par certains enseignants comme une sanction forte qui exclut du système de notation et contribue donc à définir le simple fait de participer à ce système comme une récompense. Il y a des profs qui refusent de te noter parce que tu as rendu ta copie en retard ou que tu as été absent quelques jours. Et donc ils font bah tant pis on note pas. Du coup tu pourras pas avoir ton classement, tu vas être stressé de pas avoir ton classement, non? T'es stressé là? Aïe aïe aïe. Je fais des live lectures tous les mercredis à 17h30 Aigle Doux. Et là, nous sommes en train de lire le travail de Muriel Darmon. Ensuite, c'est dispo en rediff sur ma chaîne YouTube. En ce moment, je poste sur ma chaîne YouTube de rediff des vidéos sur l'écologie. Live lecture sur l'écologie. Examiner. Donc ça, c'est la troisième forme un peu totalitaire de la prépa. Après avoir surveillé et sanctionné, on examine. On s'est jusqu'à maintenant appuyé sur Foucault et Goffman pour identifier l'institution préparatoire, en articulant les caractéristiques sans les interroger ou les critiquer les unes par rapport aux autres. Sur le point qui suit, en revanche, il apparaît heuristique, voire nécessaire scientifiquement, de choisir entre deux constructions analytiques concurrentes chez ces deux auteurs. Donc là, c'est de la théorie. Pourquoi j'ai commencé à lire ça? Faut que je lise en diagonale pour vous le restituer. Ok. En gros, Michel Foucault dit que le pouvoir a tendance à individualiser les individus pour les isoler. Et Goffman, lui, il a tendance à dire que le pouvoir, il homogénise. On crée des clones. Et elle va devoir trancher entre les deux pour son travail de recherche. Je lis dans ma tête. Hein. Ah oui. Ah ouais. En fait, là, elle est en train de dire que Goffman, je vous ai dit, Goffman, il a fait un travail sur l'asile, sur un asile aux États-Unis. Et en fait, comme lui, il a fait le travail sur l'asile, il a vu d'un côté qu'il y avait le groupe des reclus, donc des personnes qui étaient considérées comme fous par l'institution psychiatrique, et de l'autre côté, le personnel soignant. Donc lui, pour lui, il y avait les deux. Et il avait tendance à uniformiser, et voire de manière unifiée, les personnes qui étaient considérées comme folles. Il n'y avait pas toutes les nuances de comprises, quoi. Donc lui, il a réifié un petit peu, il a appuyé sur le fait qu'ils étaient unis. Mais en fait, peut-être que le pouvoir sur eux s'est exercé de manière différente. De toute façon, ça, on l'a plus compris aujourd'hui. Après, c'est un vieux travail, hein, celui de Goffman. Mais on le voit aujourd'hui, de toute façon, que en fonction de nos caractéristiques sociales, on est plus ou moins discriminé. Et c'est le cas aussi dans une institution comme ça. Si vous êtes, par exemple, il y a des travaux là-dessus, si vous êtes une personne musulmane en prison, vous allez clairement pas avoir les mêmes conditions de vie dans l'institution, le même rapport au personnel surveillant, etc., que si vous êtes catholique. Vous allez pas être traité de la même manière. Il y a plein de choses comme ça. Notamment parce qu'en ce moment, dans les prisons françaises, il y a une surveillance à fond des personnes qui sont de confession musulmane parce qu'on a peur qu'ils soient radicalisés et qu'ils rejoignent le djihad, bien sûr. Donc, le pouvoir de l'institution, il s'appuie, enfin, il fonctionne pas de la même manière sur tout le monde. Mais Goffman, lui, il a pas trop étudié ça. Merci Tali pour les 27 mois. Bonjour. Bonjour Tali, merci beaucoup. Donc lui, Foucault, par contre, lui, il a pris le temps de voir et d'analyser comment est-ce que les institutions disciplinaires vont dresser les individus, comment est-ce qu'elles vont les fabriquer par le dressage. Et donc, elles vont les différencier pour les dresser différemment chacune, quoi. Donc ça veut dire que c'est hyper individualisant. L'institution, elle comprend les besoins de chacun et elle va les dresser en fonction de ça. Mais en vrai, le film, si vous l'avez vu, Vol au-dessus d'un nid de coucou, il est très bien sur ça. Il explique à la fois Goffman et Foucault. C'est un film de fiction, je pense que vous l'avez peut-être vu, mais il est très très bien parce qu'on voit comment est-ce que le personnel soignant
se comporte pas de la même manière en fonction des personnes qui sont dans l'institution psychiatrique. C'est vraiment pas mal. Il est vraiment bien. Je vous conseille ce film si jamais vous avez envie de voir à quoi ça ressemble concrètement. Malheureusement, il est assez réaliste. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Si vous lisez Goffman et qu'après vous regardez Vol au-dessus d'un coucou, vous faites ouf. Ah, c'est la chialade par contre, oui. C'est la chialade. Ouais, ouais. Donc en gros, Michel Foucault, lui, va dire que l'action de l'institution va transformer les individus en accentuant ou en concitant leurs différences. Donc on marque les différences entre chacun des individus. Mais je vous ai dit, moi j'ai vécu ça à l'école, même au lycée, hein, où les profs faisaient des remarques sur mon travail pour me mettre à l'écart des autres. Que ça soit positif ou négatif, c'est régulier d'avoir des commentaires pour dire toi là, prenez pas exemple sur celui-là, ou au contraire, prenez exemple sur celle-ci. Ça c'est régulier. Hein. C'est régulier. Réaliste de l'époque ou de maintenant, malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. Les hôpitaux psychiatriques, c'est un peu une zone de non-droit. La loupe n'a pas été mise sur les pratiques qui se passent dans les autopsies. Et du coup, c'est encore réaliste. Malheureusement. Malheureusement, voilà. Il y a une continuité énorme. Hein. En maths, en France, on est au top, genre vraiment à haut niveau. Est-ce que c'est lié à ce système très sélectif? J'aimerais bien avoir une réponse sur ça. Je n'ai pas de réponse à t'apporter. Je n'en sais rien. Parce que toi, tu voudrais dire que du coup, ça vaut le coup? Oh, des vies brisées, mais on est au top. Hein. Ça vaut la peine. Ok, Elon Musk. Non, mais non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Après, oui. Vraie question. Comment est-ce qu'on mesure le niveau en maths? Je vais manger une figue pour ça. Non, je sais pas du tout. En tout cas, les prépas, il n'existe pas que des prépas maths, quoi. Il y a des prépas dans plein de disciplines différentes. Et on n'est pas en train de survoler tout non plus. Donc, je suis pas sûre que ça soit véritablement lié à ça. Non, pour répondre à ta question, j'ai pas vu du tout d'études là-dessus. Je sais pas du tout, Gapsi. Non, je sais pas. Ah, pour la psychiatrie, bien sûr, ouais. On peut remettre en cause la qualité scientifique de la psychiatrie tout court. C'est vrai. Ça, Michel Foucault, malheureusement, il n'est pas très accessible à lire, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant là-dessus. Pour lui, c'est du contrôle de population, de la surveillance et un pouvoir disciplinaire. On n'est pas dans un travail scientifique, ni dans de l'accompagnement, du care, prendre soin des gens, malheureusement, avec la psychiatrie. Ah, c'était pour les bisutages. Hein. Salut le maton. Tout à l'heure, concernant les moments conviviaux qu'ont connus vos grands-parents, c'est le bisutage. C'était... Ah oui, mais du coup, c'est ce que disait le chat. Ça veut dire que leurs grands-parents se sont fait bisuter, donc ils prennent pour acquis, dans le discours de rentrée, le proviseur prend pour acquis que leurs parents et leurs grands-parents ont fait prépa. Ou alors nos grands-parents se faisaient bisuter, qu'importe ce qu'ils ont fait, je sais pas. Je sais pas, mes grands-parents m'ont jamais parlé de bisutage, quoi. Donc je sais pas du tout. Pour dire c'est un truc dépassé, peut-être, je sais pas. J'ai un Linktree vers de l'antipsy. Ah, bien sûr, tu peux, Fred, poster les ressources, ouais. Tu peux. Ah ouais. Je suis classifiée folle depuis... Et plusieurs de mes proches le sont. Et on flippe. Ce qu'on flippe, c'est d'être interné un jour contre notre consentant. Si on est étiqueté comme tel. Oui, ouais. Oui, les internements de force et les gens qui sont... De toute façon, vous vous souvenez, on l'a vu avec le témoignage... on a regardé un documentaire sur la guerre d'Algérie et sur des femmes militantes pour la libération nationale algérienne. Et il y en a une, c'est ce qu'elle a vécu. Internement de force parce que c'était une opposante politique, considérée comme folle. Et elle a subi du coup des tortures liées à ça, quoi. C'est une manière aussi de faire cesser d'exister des gens qui sont différents. Soit pour leur opinion politique, soit... on l'a fait beaucoup aussi avec les personnes trans, quoi. Soit parce que t'as une expression du genre qui n'est pas dans la norme hétéronormée, quoi. Donc il y a plein de choses qui sont considérées comme des maladies mentales
Enfin, typiquement, l'homosexualité pendant longtemps a été considérée comme une maladie mentale et des gens étaient traités pour ça. C'est encore le cas aujourd'hui, bien sûr, malheureusement. Mais en tout cas, c'est plus légal, on va dire. Mais si on commence à se questionner sur qu'est-ce qui est considéré comme maladie ou non, vraiment, on commence à paniquer, quoi. Tu te dis que juste, il y a des gens qu'on interne de force, qu'on surdose en médicaments, alors que de base, il n'y a pas de problème, si ce n'est qu'ils ne sont pas dans la norme. Et il faut absolument les ramener dans la norme, vous comprenez? Sinon, notre société va s'effondrer. Quand même terrible. Hein. Tu veux que j'épingle? Je vais épingler le Linktree. Merci pour les sources, Fred. J'épingle. Hein. J'épingle en haut. C'est épinglé en haut. Voilà. Ah, dans un podcast à soi, il y a un épisode sur les expertises psy dans les procès pour violence conjugale, ça craint. Ah, ça m'étonne pas. C'est hyper intéressant, mais ça m'étonne pas. Moi, je suis en train de lire La fabrique d'une jeunesse dominante, classe préparatoire par Muriel Darmon. La suite. Donc, en tout cas, les institutions qui qui exercent un pouvoir disciplinaire comme ça sur leurs individus, elles peuvent justement les individualiser, qu'on détermine bien. Ça, par exemple, je vais vous prendre dans le chat, je suis désolée. Ça, c'est Issachar. Il a tel type de comportement, plutôt bosseur, régulier, tout le temps là. Ça, c'est Courgette Powered. Hein. Courgette Powered, toujours là pour faire le bon mot. Quand la personne est présente, ça y va. Ça bosse au moment où il faut, quoi. Soline, hein. Oh, Soline, ultra docile. Hein. Aucun problème pour la mise au travail. Exceptionnel. Hein. Par contre, Dragonae, on a besoin de faire des petits rappels à l'ordre. Hein. Parce que clairement, on voit en call que ça marche pas, c'est pas maîtrisé. Ils sont capables d'avoir des caractéristiques de personnalité ultra précises sur chacune de leurs étudiants, quoi. C'est quand même flippant. Donc ça, c'est la classe préparatoire. Individualisation au max. La vie quotidienne est tissée de procédures de singularisation dans les classes prépa et d'individualisation des élèves, de leurs effets sur les divisions internes de la classe. Donc ça va permettre de créer une hiérarchie aussi entre les élèves, de pouvoir les individualiser au maximum. La forme la plus visible de ce processus d'individualisation est la détermination à la fois constante et variable du rang de chacun. On vérifie ton rang. Voilà ce qu'en disent les élèves, là, c'est ça? 33. Ouais, c'est ça. La place qu'on occupe dans un classement, le point où se croise une ligne et une colonne. Ah, ça donne envie, ça. Dans ce mode de définition des personnes, les individus sont tout à la fois interchangeables, puisque chacun se définit par la place qu'il occupe dans une série et par l'écart qui le sépare des autres. Et en même temps, il est profondément individualisé par l'institution disciplinaire. La mise en tableau des élèves y est fréquente et sert à gérer l'appréciation collective et les cas individuels. Donc il y a des tableaux de classement d'élèves. Il faut rester dans son rang ou rentrer dedans. Bah ouais. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Viens te battre, viens te battre. Attends, quoi? Pas le temps. Bon entraînement, Anarpiou. Pas le temps, GTO. Hein. C'est un peu indécent. Hein. Posez-vous pas des questions indécentes comme ça. Hein. Je vous ai dit, de toute façon, il faut inspirer, expirer, respirer. Faites ça 3 fois et après dites-vous, est-ce que ce que je dis est pertinent là? En général, la réponse est non. Hein. Quand j'étais en lycée privé, on avait notre classement par rapport à la classe. C'était hyper stressant, l'enfer. Hein. L'enfer. La place qu'on occupe dans un classement, le point où se croise une ligne et une colonne. Rien que ça, tu vois, avec des critères qui font que t'es mis en tableau, c'est quand même terrible. Hein. On n'est pas noté, mais nos notes sont transformées par une courbe de Gauss en cloche. Ah oui, 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 pour savoir où t'es. Dans quel tiers tu es, c'est ça. Je crois que je vois la courbe de Gauss où genre ça fait petit, haut, petit. Et du coup, t'as comme les riches, quoi. Le 1% les plus riches qui sont au top. Et puis après, tout le monde qui est globalement au milieu, là, dans cette espèce de courbe. Et puis tous ceux qui sont en bas et qui clairement sont dans la merde. C'est ça ou pas? Je crois que j'ai déjà vu ça. Je l'ai vu, ouais, c'est ça. Je l'ai vu en cours de SES. Je m'en souviens de ça. Je me souviens de mes cours de maths, ça.
Voilà, retard mental en bas de la courbe. Intelligence faible ici. Intelligence moyenne. Intelligence supérieure. Et le QI là. Distribution dite normale. Hein. Oui, tout ça est très normal. Ouais. Elle est partout cette courbe. Ouais, mais je me souviens l'avoir appris. Je me souviens l'avoir appris en cours de SES. Enfin, de maths. En parcours ES, en cours de maths, ça m'avait pas mal marqué. Dans ce mode de définition des personnes, quand même, les gens sont profondément individualisés et ils sont mis en tableau. Le tableau informatique utilisé pour sélectionner les dossiers n'était là aussi qu'une préfiguration des opérations ultérieures. Donc le moment où on sélectionne les dossiers, on regarde vos dossiers sur le papier, on regarde les chiffres et après on vous repasse aussi en chiffres à l'intérieur de la prépa. Les conseils de classe reposent entièrement sur un tableau des élèves de la classe et de leur moyenne dans toutes les disciplines. Voilà ce qu'en dit le proviseur lors d'un discours de rentrée en prépa scientifique. Le conseil de classe est différent de ce que vous connaissez au lycée. Vous êtes à l'intérieur d'un tableau. On commence par les plus mauvais résultats, puis on remonte en prenant davantage de temps pour ceux qui sont les plus fragiles. Quand on arrive aux meilleurs, on passe très vite. Le conseil fonctionne en prenant du temps pour ceux qui sont plus fragiles, parce qu'on vous a sélectionné et on veut comprendre pourquoi il y a un problème. Et en fait, c'est cet accompagnement-là qui est en fait de la surveillance, que les gens, parce qu'il faut que tu rentres dans le cercle, quoi, dans le rang, que les gens prennent pour un encadrement positif dont prend soin de toi. Vous voyez ce que je veux dire? On passe du temps pour les plus fragiles. Mais en fait, c'est parce qu'on considère que vous êtes anormal. On n'aurait pas dû vous sélectionner. Qu'est-ce qui fait qu'on a fait une erreur? Il faut absolument qu'on corrige cette erreur. Alors qu'en vérité, bah là, on est dans des sanctions disciplinaires, quoi. Pire période de ma vie en termes de santé mentale. J'espère que ça va mieux depuis Behind the Moons. C'est, je pense, assez traumatisant comme expérience pour plein de gens. Normal au sens de normaliser. Oui, c'est des trucs de matheux, là, normal. Là. Oui, oui. Je sais bien. C'est donc le rang occupé qui non seulement définit l'élève, mais caractérise le temps qui va être passé sur son cas. C'est mis entre guillemets, son cas, parce que c'est comme ça que les profs parlent des élèves. Et que le personnel administratif parle des élèves. Ça, c'est important. Attendez, il faut absolument que je regarde ma feuille de service pour savoir à quelle heure je me lève dimanche. Savoir si tout de suite... je me jette dans une bassine d'eau froide. Comme ça, ça sera moins choquant. 8h30 du matin. Non. 8h30 du matin un dimanche. Je suis pas venue pour souffrir. Fais voir. Je suis en train de regarder. Hein. Désolée, c'est le moment pause. J'aurais dû prendre une pause toilette. Ah, je vais faire ça. Je vais regarder ma feuille de service au calme, petite pause toilette, et après on parle des cas et du conseil de classe. Pourquoi on parle de l'heure de réveil de dimanche? C'est dans 4 jours. Parce que je viens de recevoir un mail me disant à quelle heure je dois travailler. Je suis abattue. Je reviens. Je vais juste aux toilettes, comme ça j'en profite pour récupérer de l'eau. J'ai plus d'eau dans ma gourde. Ça me fait une vraie pause. Normalement, je regarde mes messages aux chiottes. Donc je fais ça. À tout de suite, comme ça vous n'avez pas à subir ça. À tout de suite, j'en ai pas pour longtemps. Hein. Je reviens vite. Hein. Je reviens vite. Oula, c'est quoi ça? C'est moi? Il y a écrit au sol. Je suis pas une au sol. Abusé. Mais c'est quoi cette photo de moi? Tous les gens qui connaissent Maudit sont un peu amoureux d'elle, donc mais moi plus. Moi je pense que je suis un fan énorme, donc je vous envoie. Mardi c'est Maudit, c'est parti pour le raid. Oh oui, je veux faire de l'argent. Mais dégagez! Mais dégagez! L'énorme Dieu, je m'en ai plein les couilles. Société de merde! The doctor went mad and stabbed him with a strange knife. And Le all bruit. because of this island near Ça, helps les me bruits. find you a cure. It'll have been Je worth suis désolée. Enfin, c'est clairement un bruit de prout. J'arrivais pas à refaire le bruit de poignard. Mais c'est clairement... Libérez nos camarades! Oula! Ils veulent me planter les camarades en fait. Le roi Alante partit pour affaires, mais revint en compagnie d'horribles démons. Ah! Bientôt, la contrée fut dévastée par des fous sans âme. Non, mais on appelle ça des fascistes. J'en ai encore la nausée quand j'y songe. Ah, je sais, moi aussi ça me fait gerber. Bon bah voilà, le roi Alan, on sait qui c'est. C'est Emmanuel Macron.
Et là, on a le Val fangeux qui mène à un vaste marécage où se déverse tout ce qui est impropre. Putréfaction, vermine et peste s'y amoncellent. Non, 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 non. Je n'irai pas. Au revoir. Au revoir. Vous allez vous foutre de ma gueule. Mais c'est révolutionnaire, je vous jure. Donc ça a pas de bras. Je me sens déjà ridicule en le mettant. Attendez, vous êtes pas prêts? C'est un gilet mais avec moins de tissu. Attendez. Attendez. Regardez. Quand nous on est convoqués par la police, nous vous voyez par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va. Attendez. Vous êtes pas prêts? C'est un poncho taille 4 ans, exactement. Raccoon qui bouffe une glace et tout, Marvel. Ah, ils sont trop sympas leurs skates. De retour. Comment ça, il est 19h30? On voit pas le temps passer quand on s'amuse. Il est trop intéressant le bouquin de Muriel Darmon. Hein. Elle est hyper précise dans ce qu'elle dit, je trouve. C'est ça qui fait qu'elle est incroyable comme chercheuse. C'est incroyable, hein. Les classes ouvrières et populaires qui réussissent en prépa, on est juste des tokens pour justifier la méritocratie. Mais tout comme c'est eux qui réussissent à la fac, hein. Bah, c'est clair, hein, bien sûr. Hein. Salut Trasfel! Je fréquente un lycée privé, je viens d'une famille de CSP+. Tout comme la plupart de mes camarades, nos professeurs nous encouragent vivement à envisager la prépa dès le début de notre année de terminale. Les élèves en difficulté sont souvent rappelés à l'ordre. Nous avons accès à notre classement dans la classe. Mon environnement correspond à bon nombre de ces critères. Bah merci de le dire, parce que des fois quand on lit le chat, mais il faut pas faire attention. Il y a plein de gens qui n'y croient pas. Mais là je rappelle qu'on est face à un travail scientifique qui montre à quoi ressemble le réel. Après il peut ne pas vous plaire. Vous pouvez ne pas l'avoir vécu comme ça, mais dans les faits, la majorité des classes préparatoires fonctionnent comme ça. Et elles ont ce but-là, voilà. Donc écoute, force à toi, qu'importe ce que tu as envie de faire. J'espère que tu vas pas trop subir de pression. Et voilà. Et prends soin de toi, évidemment. Moi, j'ai des amis qui viennent... Alors, de classe populaire, mais qui avaient des résultats scolaires qui faisaient qu'ils pouvaient aller en prépa. Et qui ont préféré prendre la décision de pas aller en prépa. Voilà, j'ai des amis qui ont 19 ans, vous allez faire quoi? Et qui ont pris la décision de pas aller en prépa parce qu'ils savaient que pour leur santé mentale, ça serait beaucoup trop compliqué de se sentir à l'aise et de tenir. Du coup, la décision d'aller à la fac. Mais la fac, ça peut être très violent et très difficile pour des gens aussi. Bon, disons que allez là où vous avez envie d'aller, là où vous pensez que ça vous intéresse d'y aller, où vous êtes curieuse de ce qu'il peut y avoir. Et si ça se passe mal, dites-vous que vous n'avez pas perdu une année. Ça veut rien dire de perdre une année. Vous avez le droit de faire autre chose. Vous avez le droit de vous réorienter, de faire autre chose. C'est pas perdu. Vous avez testé quelque chose et vous vous sentez mal, ne restez pas dans un truc où vous vous sentez mal. Ou alors demandez de l'aide. Mais voilà. Essayez les choses qui vous donnent envie, si vous pouvez, évidemment, parce qu'il y a malheureusement des gens qui n'ont pas le choix. Dès le collège, nous, on nous encourageait à faire prépa. Ah ouais? Oh là là. Moi, au collège, je regardais dans quel lycée pro j'allais aller. Et j'étais en mode, alors, quelle formation j'ai envie de faire? Nettoyer des cacas de chiens, ça me semble pas mal. Hein. J'avais été visiter un lycée pour devenir éducatrice canine. Où, quand j'avais été visiter, je m'étais rendu compte que la majorité du taf des lycéennes, c'était de nettoyer des cacas de chiens dans des élevages horribles pour animaux. Parce qu'elles pouvaient pas faire autre chose. Elles étaient utilisées comme ouvrières, quoi. Et... donc c'était des mineurs qui faisaient un travail horrible, épuisant. Vraiment presque des usines à chiens, ces trucs-là. Mais elles étaient obligées de faire des stages pour valider leur diplôme d'éducatrice canine. Mais elles disaient, en fait, au final, on n'est pas au contact des animaux. Et donc, je vous jure, moi, j'étais en 4e quand j'ai visité ça. Et elle me disait, ne fais pas ça. Si t'as des bonnes notes à l'école, ne fais pas ça. En mode, pitié, pitié, enfuis-toi. Non. Non, c'est souhaitable pour personne. Oh la vache. On part pas avec les mêmes choses dans la vie, hein. C'est quand même dur, hein. Une orientation, c'est jamais synonyme de temps perdu. À minima, vous avez appris ce que vous ne voulez pas faire. Vous en avez appris plus sur vous. Non, mais moi, j'ai des amis de 19 ans, mais j'ai aussi des amis de presque 50 ans.
dont certains qui sont en reprise d'études. Alors c'est dur, hein. Mais en fait, même au cours de votre vie, vous pouvez avoir, ça vous plaît plus quoi, ça marche plus. Et c'est tout à fait ok de faire autre chose quoi. C'est pas perdu tout ce que vous avez fait avant. Ça c'est vraiment de nous vendre que tout ce qu'on doit faire c'est être utile et productif. En fait, oui, on en a plus sur nous-mêmes. On a des expériences de vie qui s'accumulent en fait. C'est jamais perdu une expérience de vie. T'es horticulteur et en fait tu as grave envie de faire la plonge. Non mais par exemple, là où j'ai adopté mon chat qui est dans sa boîte à chat, et après je reprends la lecture après cette anecdote chat, qui est une excuse pour parler de mon chat qui est dans sa boîte à chat, vous le voyez le chat. Quand j'ai adopté mon chat dans un café à chat qui est en lien qui est en lien avec une association, un refuge pour animaux quoi. Et donc c'est un café où vous pouvez venir manger et les chats sont disponibles à l'adoption. Et là, je viens d'apprendre que les personnes qui tiennent le café, il a ouvert septembre 2016, va fermer. Il va fermer. Ils ont décidé d'arrêter. Et ce commerce fonctionnait très très bien. Trop de travail. Très fatigant. C'était en train de les épuiser, quoi. Donc c'est pas une histoire triste. C'est une histoire de... On a réalisé un rêve qu'on voulait, c'était de lancer un commerce. Mais au final, bah... Le quartier se gentrifie. Au début, ils ont toujours pu vivre de ce commerce-là. Mais là, ça s'est vraiment intensifié du style faut recruter, faut s'arrêter jamais. Enfin, l'enfer, quoi. Pendant l'été, ça marchait tellement bien qu'ils pouvaient prendre 2-3 mois de vacances. Hein. Ils avaient la capacité de le faire. C'est vous dire comment les gens aiment les chats. Et donc là, bref, ils ont décidé d'arrêter. Je pense que c'est une bonne décision pour leur santé mentale et physique, quoi. Mais c'est pas perdu. Là, ils vont pouvoir faire d'autres choses, tout comme ils avaient une vie avant. Voilà. Voilà. C'est important. Ouais, ça fait 1 an et demi. Bah, j'ai l'impression que depuis qu'ils ont agrandi, c'est très compliqué. Au début, c'était tout petit, en fait. Finalement, ils avaient peu de tables. Et ensuite, ils ont pris un nouveau local qui était plus grand. Mais du coup, c'était l'usine. Beaucoup de parents qui venaient avec les enfants, mais qui du coup, les enfants avec les chats, il faut vraiment... que les parents suivent les enfants pour vérifier qu'il n'y a pas de problème avec les chats. T'as pas envie qu'un chat qui est disponible à l'adoption, potentiellement qui a vécu des traumatismes et tout ça, agresse un enfant. Enfin, bon, ça devait être vraiment source de stress et tout ça, quoi. J'ai 35 ans, je suis à ma 3e réorientation. À chaque fois, c'est parce que ça me rendait malheureux ou malade. C'est pas simple de repartir de zéro, mais à chaque fois, j'apprends et je sais mieux ce que je veux pour moi. Ouais, franchement... Il faut chill là-dessus. A-t-on vu Canon Dreamy et Maudit dans la même pièce? Oui, parce qu'on a donné la même anecdote. Attends, quoi? La conférence de Méluche à Rennes 2, prévue il y a 1 heure, a été annulée pour cause de menaces d'attentat de l'extrême droite. L'extrême droite, en Bretagne, elle est de plus en plus énervée. Hein. Oh, la vache. Aïe, aïe, aïe. Oui, bah c'était une blague, hein, Canon Dreamy. Oui, oui, les gens en plus, les gens du Neko Café sont adorables. J'espère que leurs projets futurs vont bien se passer, mais adorables. Trop contente. Moi, je les ai rencontrés par le biais du commerce, je les connaissais pas avant. J'ai soutenu le crowdfunding, hein, s'il vous plaît, du café achat. Donc, voilà. Je suis triste que le lieu disparaisse, mais en vrai, je pense que c'est pour le mieux. Bien sûr. Y a pas de souci, Canon Dreamy, c'est pour ça que j'explique, hein, y a pas de souci. On a été où? On a été là. Si le conseil de classe représente le moment le plus ritualisé de l'examen... Ah oui, alors attendez, on était en train de dire que... Ah oui, voilà. Le rang que t'as... On dit qu'il y a des classements à l'intérieur d'une salle de classe, dans les classes préparatoires. Ton classement caractérise le temps qui va être passé sur ton cas pendant le conseil de classe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une analyse individualisée et détaillée des forces et des faiblesses de chacun. Ce que je vous dis, hein, ils cernent très bien la personnalité de tout le monde. Ils passent tellement de temps avec eux. Si le conseil de classe représente le moment le plus ritualisé de l'examen des cas individuels, c'est bien tout le dispositif préparatoire qui tourne autour de l'examen et qui établit ainsi sur les individus une visibilité à travers laquelle on les différencie et on les sanctionne. Donc les différences entre les élèves, elles sont visibles. Et elles sont volontairement mises en visibilité, ce qui permet d'être sûr que tu tiens dans le rang. En les constituant comme objet de regard et de scrutation enseignante.
Les élèves sont en effet observés, leurs points faibles, leurs points forts, leur degré d'investissement dans le travail sont à la fois évalués et discutés. L'arsenal disponible inclut des interrogations orales, informelles ou formelles en cours. Ah oui, tu alpagues les élèves. Avec ou sans passage au tableau, des exercices faits en classe au cours desquels l'enseignant passe d'un élève à l'autre et regarde où il en est. L'école ou de brèves interrogations écrites portant sur le cours, annoncées ou surprises, des devoirs maison rendus et corrigés, et enfin la clé de voûte du système d'examen, le devoir surveillé, réalisé ou non dans des conditions de temps et de sujet du concours. Cette série ininterrompue d'examens tend à préciser chaque fois davantage le rang de chacun en multipliant les coordonnées de sa position. En fait, c'est ultra précis votre position dans la classe, tellement il y a d'examens. Vous êtes constamment surévalué, quoi. Merci Krill pour les 17 mois de soutien. Merci beaucoup. Merci, merci. À la fac, les notes sont anonymisées. J'ai l'impression que ça pourrait se généraliser un peu partout. Les notes sont anonymisées pour les... Comment on appelle les cours en amphi déjà? Ma mémoire. Pour les cours magistraux. Mais pas pour les TD. Les TD, il y a un suivi individualisé. Et en vrai, il y en a un peu besoin. Parce que c'est là que tu te rends compte. Alors nous, du coup, quand je donnais cours, moi je donnais des TD. Donc je savais quelles étaient les moyennes de chacun des élèves. Ça te permet de sauver des élèves. Premier degré. Des fois, ça te permet de sauver des élèves où tu vois qu'il manque pas grand-chose. Et ensuite, l'autre truc que ça permet... Des bisous Krill, merci encore pour les 17 mois. Et ensuite, l'autre truc que ça permet, c'est de vérifier si le cours magistral il a été compris. Parce que le cours magistral qui était donné en amphithéâtre et mon TD, le TD était un approfondissement du cours magistral. Du coup, l'idée, c'était de pouvoir passer du temps à être sûr que les notions sont bien comprises. Et le suivi individuel pas anonyme, c'est important. Ah non, les copies sont... Ah oui, d'accord, tu parlais du rendu des notes qui est anonyme. Oui, oui, alors ça, bien sûr. Ça, bien sûr. Nous, les élèves peuvent dire les notes qu'ils ont s'ils ont envie entre eux, mais ça, c'est anonyme, bien sûr. Il n'y a pas de classement visible à Lyon 2, par exemple. Mais par contre, là, je parle des corrections. Les corrections sont anonymes. En gros, quand vous rendez une copie, vous avez des encarts. Moi, les profs savent pas quelle copie ils corrigent. De qui? Pour éviter, justement, d'avoir des favoris ou des personnes qui saquent. Voilà. Ça, c'est hyper important pour le coup. Hein. Mais en même temps, il faut que tu réussisses à trouver le truc positif de tout le monde évaluer entre guillemets de la même manière. Mais en même temps, si tout le monde évalue de la même manière, tu peux pas mettre d'attention spécifique sur des gens où tu sais que leur condition de vie ne permet pas des fois de réaliser le travail dans de bonnes conditions. Typiquement, pour les TD, moi, les élèves qui viennent me voir et qui me disent là, je travaille à côté, j'ai ça. En fait, il y en a plein, tu ajustes aussi. Tu as une marge de manœuvre quand même sur les notes. Parce que tu sais dans quelles conditions ils ont réalisé le travail. Vraiment. Enfin, tu sauves des élèves comme ça. Mais après, on est tous... Toute l'équipe enseignante était d'accord là-dessus. On en discutait entre nous. Donc, c'est encore différent. Mais ça, c'est hyper important parce que si tu dis que tu évalues tout le monde de la même manière, au final, tu les évalues selon des critères qui sont favorables aux classes supérieures et aisées, qui ont des facilités scolaires parce qu'ils vivent dans un environnement qui leur a inculqué tout ça. Et typiquement, moi, j'avais pas mal d'étudiants étrangers dont la langue maternelle n'était pas le français. De savoir que c'est leur copie à eux que je suis en train de corriger, ça change quand même pas mal de choses. Ah, vous, c'est vos profs de TD qui vous corrigent, d'accord. Ouais. D'accord. T'étais le seul à avoir une copie anonyme parce que t'étais seul à avoir demandé. Ah ouais, de la merde. Ouais. C'est compliqué de mettre du subjectif dans la correction en maths, en tout cas. Bah après, en fait, tu vois le cheminement quand même. En tout cas, c'est pas du subjectif. C'est d'avoir en tête les conditions dans lesquelles sont réalisés l'examen. Ça, c'est des critères objectifs en vérité. Hein. J'en sais rien. Écoutez, j'y connais rien en maths. Mais pour... Enfin, il y a les conditions matérielles de vie des gens. Pour moi, ça, c'est un critère objectif quand même. Donc, je sais pas. Après, là, je vous dis, ça fait pas passer une copie qui a 12 à 17. Là, je vous dis, la marge de manœuvre, c'est une copie où je mettrais 9. Je peux mettre un 10, quoi.
Une copie qui peut faire basculer entre est-ce que la personne va garder sa bourse ou pas. En fait, c'est ça les décisions qui peuvent être prises par les chargés TD au final. En vrai. En maths, ils essaient toujours de revoir le barème et d'harmoniser quand la moyenne de classe est trop basse. Ouais, normalement, c'est surveiller tout ça. Si tout le monde se plante, c'est rehaussé parce que ça veut dire qu'il y a eu un problème dans la manière dont ça a été expliqué, tout ça. Ouais, il y a tout un travail là-dessus. Mais bon, moi, je suis très contente quand même d'avoir arrêté de donner cours parce que quand tu te rends compte que ton travail, c'est de donner des notes... bon. Super. Hein. Quand tu notes le raisonnement, comment tu évalues à quel point le raisonnement est bon? Si le début est ok, mais que ça s'est cassé la gueule, mais sans dire de conneries. Ouais, ça a pas l'air facile. Hein. Ouais, ça a pas l'air facile. Après, c'est pas du tout facile de noter de la sociologie ou de la science politique non plus. Hein. Je peux vous le dire, c'est pas chose aisée. Mais tu vois quand même comment les informations que tu as voulu transmettre ont été... les gens se le sont appropriés ou pas. Ça, tu le vois quand même assez clairement. On a des critères et tout ça, tu le vois quoi. Mais bon. Quand même, ça reste que c'est pas ma passion de donner des notes. Bien contente d'avoir arrêté. Donc, il y a une série ininterrompue d'examens qui fait que vous êtes de plus en plus placé de manière précise sur la courbe. On vous évalue en permanence en classe préparatoire. Ce qui permet par exemple à une élève de dire en entretien qu'elle était classée première en colle de maths au premier semestre. Aïe aïe aïe, top 1, top 1. L'examen ne se limite pas de plus aux seules questions scolaires. L'humeur, la fatigue, la psychologie des élèves sont également observées par les enseignants. Bah, c'est ce que je vous dis. Hein. Typiquement... Lors du premier conseil de classe, une discussion s'engage entre enseignants, membres de l'administration et délégués de classe sur une élève et sa tristesse. Le nombre de fois où elle sourit. Les circonstances où elle était vue souriante et par qui. Oh là là. De tels examens renvoient à 2 univers normatifs sur lesquels on reviendra dans ce chapitre. Mais comment ça dans lesquels on reviendra dans ce chapitre? Mais Muriel, ça fait 60 pages là qu'on lit. Ton chapitre il est pas fini Muriel? Elle se fout de ma gueule hein. On n'est même pas au milieu du chapitre, regardez ça. Mais Muriel? Oh là 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 là, c'est quoi ça? Fait plusieurs chapitres, par pitié. Ou des sous-chapitres. Non, elle fait des sous-chapitres, j'ai rien dit. Mais, oh là là. Le livre, c'est un chapitre. Non, mais c'est pour ça qu'il n'y a que 3 chapitres dans son bouquin. On dirait un article Mediapart, hein, oui, j'adore. Non, on lira pas tout le chapitre aujourd'hui, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je finis ma partie, là. Elle est longue? Ah non, mais c'est parce qu'il y a des extraits d'entretien. Mais je voulais lire les extraits d'entretien. Ouais, voilà, on finit la partie, là. Ne vous inquiétez pas, il reste 30 pages. Hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer hein. On va lire ça, tranquille, tranquille. De tels examens renvoient à 2 univers normatifs. Une norme d'attention aux élèves qui s'impose aux enseignants et une exigence de solidité psychologique adressée aux élèves. Donc, en gros, on demande aux profs de faire attention aux élèves, c'est important, de les coucouner. Et de l'autre côté, on demande aux élèves d'être solides psychologiquement. Sinon, ils vont pas réussir à tenir dans le monde du travail, etc. Donc ça, c'est les 2 enjeux. T'as fait des conseils de classe en classe prépa, Jarnidieu? Si la procédure de l'examen est une constante de l'institution préparatoire, la manière dont les classements et le rang des élèves apparaissent reste soumise à des variations. Donc ça, en fonction des classes prépa, on va pas avoir la même manière d'exprimer les classements. Ces dernières ne remettent cependant jamais en cause la centralité du classement. Quand bien même les classements ne sont pas présentés de la même manière, il y a toujours un classement. Pour un devoir donné, les copies sont rendues dans l'ordre du classement, croissant ou décroissant, ou dans l'ordre alphabétique. Que le rendu... Donc ça dépend. En gros, certains profs vont rendre les copies dans un ordre précis, d'autres profs dans l'ordre alphabétique, ou alors le rang de chacun va être inscrit ou non sur la copie. Ou alors, il y a une feuille comportant les notes et les rangs de toute la classe à un devoir surveillé qui va être affiché et qui va circuler dans la classe. Ou alors, l'enseignant dit ne pas vouloir communiquer aux élèves ce type d'information. Que dans ce cas, les élèves regrettent de ne pas avoir facilement connaissance de ce classement. Et donc vont devoir le vérifier par interconnaissance. En gros, même quand les profs ne donnent pas le classement, les élèves ont envie de savoir comment est-ce qu'ils sont classés et ils vont se demander entre eux leurs notes.
J'ai pris un cours de route. Salut Morgane. Pour avoir fait une prépa littéraire, il y avait des personnes pas acceptées en 2e année. Les profs jugeaient que s'ils pensaient moralement ou mentalement, ça irait. Parfois de façon arbitraire. Ouais, est-ce que tu auras les épaules pour tenir la prépa, quoi? Ce qui fait que parler de comment tu te sens pendant les rendez-vous post-conseil de classe est un jeu dangereux. Bah ouais, ça veut dire qu'il faut pas que tu sois transparent, il faut que tu caches tes souffrances, sinon tu risques de pas être sélectionné pour la suite. Hein. Donc, dans tous les cas, même si les profs le disent ou non, tu finis par connaître le classement. Ou encore, ils peuvent accorder eux-mêmes une très faible importance au classement, dans le cas par exemple des petites matières, d'une option qui ne comptera pas dans la moyenne finale. Le classement structure quand même toujours à chaque fois l'espace de la classe. Enseignants et élèves se positionnent pour ou contre sa publicité, mais ne peuvent jamais ignorer son existence, qui sera de toute façon rendue publique lors des 2 ou 3 conseils de l'année. Dans tous les cas, tu sais que le classement est important. Même si tu fais genre tu t'y intéresses pas ou quoi, voilà. Pendant une séance de rendu de devoirs de maths en prépa scientifique, l'enseignant commence ainsi par afficher dans la classe la liste des notes et le classement. Ce n'est pas seulement le rang de chacun au devoir qui devient alors observable, mais aussi la façon dont on s'intéresse ou non à ce rang et surtout à celui des autres. Donc les profs vont pouvoir voir si tu te poses ces questions-là, si tu surveilles ton classement. Certains élèves se regroupent tout de suite devant le tableau et commentent ostensiblement la note des autres. D'autres restent tout aussi ostensiblement assis à leur place en attendant la remise de la copie. D'autres, enfin, vont voir la feuille d'un coup d'œil rapide, visant à rendre visible le fait qu'ils ne regardent que leurs propres notes et classements. Ils ne regardent pas ceux des autres, ouais. Leurs attitudes indifférentes ou de mise en scène de l'indifférence n'empêchent pas la centralité du classement dans la vie de l'espace préparatoire. Ouais, c'est un truc important pour tout le monde. Autre chose qui existe dans les classes préparatoires. Vous êtes sous pression, vous êtes pressuré. Pierre angulaire de la procédure d'examen, des notes et des classements sont donc au cœur des 3 techniques disciplinaires principales recensées par Foucault. C'est également les examens un moyen de surveiller et de sanctionner. Donc c'est très important. Une mauvaise note, t'es sanctionné quoi. Pressurisé, ouais. Comme une cocotte minute là, prêt à exploser. Ou à imploser, je ne sais pas. Il y a également, les examens, ils sont également au cœur d'une autre technique de contrôle, la 4e. On a dit surveiller, sanctionner, évaluer et maintenant pressurer. Oui, elle est là. Donc, 4e technique de contrôle. Ça pousse un peu à l'isolement. Surveiller, punir, examiner ne rend qu'imparfaitement compte, en effet, de la dimension centrale de l'activité préparatoire. Ah oui, d'accord. Donc, Michel Foucault, lui, disait il y a la surveillance, la punition et l'examen. Mais elle dit, en classe préparatoire, il y a un truc en plus, c'est la pression. La mise sous pression d'une population qu'il ne s'agit pas tant de faire obéir que de faire travailler. Cette dimension se manifeste tout d'abord dans les entretiens réalisés avec les enseignants et ça constitue un aspect visiblement central de leur travail quotidien. Donc le travail des profs, c'est de mettre la pression à leurs élèves pour être sûr qu'ils soient bons et qu'ils travaillent bien. L'élève de prépa se définit comme un élève qui travaille parce qu'il est mis au travail et la pression est ce qui définit la prépa. Voilà ce que dit le prof de langue. Voilà comment je conçois ce boulot-là. Et je regrette qu'à la fac, je n'ai pas pu le faire parce qu'on n'a pas le moyen de pression sur les étudiants pour le faire. Bah tant mieux, mon gars. Oui, alors justement, la comparaison entre enseigner à la fac et enseigner en prépa, alors. Oh, on n'a pas de moyen de pression. À la fac, il n'y a pas de moyen de pression sur les élèves. En vrai, si, il y en a, mais peut-être pas autant. Putain, mais quel connard. Hein. Il assume. Hein. Il assume explicitement. Ça, c'est en prépa économique. Le prof de chimie en prépa scientifique, il dit « Oh, c'est pas évident parce que je crois qu'ils n'ont pas la même vision que nous du travail quand ils arrivent. » Rire. À l'époque, quand j'étais moi-même en prépa, j'avais l'impression que j'aurais pu fournir à peu près le même genre de travail sans avoir la pression. Je crois maintenant que c'est faux. Je trouvais ça un peu vexant qu'on estime que j'avais besoin de ça pour travailler. La pression, du coup. Probablement, certains le ressentent de la même façon. Ceux qui ont le plus de mal vont souffrir peut-être de cette pression, mais c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, maintenant, ils sont conscients qu'ils feraient jamais autant sinon. Donc la pression, ça te pousse à faire plus, mais en même temps, tu peux mal le vivre de dire « Ouais, t'es obligé de me mettre la pression pour me mettre au travail. En vrai, y a pas besoin. Je suis un travailleur, moi. Moi, je suis bon, moi, en fait. » Oh, mais l'ego des bougs. Hein. Franchement, l'ego des bougs, mais après, ils finissent prof en prépa, quoi. Enfin, je veux dire, pour l'élite de la nation, là... Bref. Hein. Moi qui pensais qu'ils allaient devenir les futurs Einstein, bref, hein. Un peu déçu, quoi. On m'a menti, hein.
Heureusement qu'il y a Muriel Darmon pour remonter la balance. Hein. Monsieur Physique, prof en prépa scientifique, nous dit « L'an dernier, ils étaient bavards, hein. Ils n'étaient pas concentrés. Ils n'étaient pas ce qu'on attend d'un élève de prépa. Quelqu'un qui travaille, voilà, qui sait ce qu'il va devoir laisser. Même s'il faut avoir une vie en dehors, si on veut y arriver, il n'y a pas beaucoup de solutions. À un moment donné dans sa vie, il faut travailler, quoi. » Il se trouve que c'est entre 18 et 20 ans. Bon, c'est pas forcément les périodes où... Mais bon, après, ils se rattrapent hein, très rapidement en école. Au lycée, ce sont de bons élèves, donc ils vont avoir des facilités, donc ils vont pas apprendre à travailler. Ils ne vont pas se poser la question de travailler, parce que ça sera évident pour eux. Quand ils arrivent en classe préparatoire, on doit leur faire comprendre qu'ils doivent travailler. Alors les interros de cours, ça sert à ça sert à les faire travailler. Comme ils ont des cols de physique tous les 15 jours, je fais les interros tous les 15 jours pour que ça soit le même rythme. Ça les oblige à travailler régulièrement le cours. Il y en a qui me disent, ben les interros de cours, ça nous oblige à travailler le cours quand on n'en a pas trop envie. Sous-entendu, s'ils n'avaient pas eu ça, ils auraient plus de mal à se mettre au boulot. J'en ai un qui m'a aussi dit l'an dernier, ah bah monsieur, finalement quand on se met à travailler, c'est bien. Ça veut dire que justement, voilà, ils ont pas l'habitude quoi. Putain, les bons petits sbires. Non mais vous imaginez, monsieur, je tiens à vous dire que finalement, quand on se met à travailler, c'est bien, on se sent bien. J'en peux plus. Peut-être pour ça que j'ai pas des gens de prépa dans mes amis, quoi. C'est quoi ça? Monsieur, hein. L'élève zélé. Monsieur, quand on travaille, c'est bien. Je vais faire une indigestion du mot travailler. Non, mais c'est bien parce qu'ils disent pas... C'est marrant, hein. Ça fait 3 streams qu'on lit sur les classes préparatoires. Ils parlent de travail, mise au travail, pression... Et ils disent pas docilité, mais ils disent pas ils apprennent des choses, ils réfléchissent. Non. Apprendre, réfléchir, esprit critique. Non. Travailler, c'est bien. De toute façon, le prof qui a posé une question, alors c'est pas mieux quand on travaille, il a pris un oui timide à 8h du matin pour un oui général. Je sais pas, peut-être qu'il ment, mais il dit qu'il y a un élève qui lui a dit ça. Merci Sinka pour les 6 mois pris d'avance. Oh là là. 37 mois de soutien, merci énormément Sinka, merci beaucoup. Ouais, la gestion du travail, bah, ça a l'air d'être la course permanente. Il y a un chapitre sur ça. Putain, on a tellement de trucs à lire, mais elle fait un chapitre sur ça, Muriel Darmon, où elle parle du rapport à l'urgence. Le prof des classes préparatoires, c'était tout le temps dans l'urgence. Il y a toujours des deadlines. Toujours. Ça s'arrête jamais. Il ne s'agit cependant pas d'une pression indistincte et équivalente. Donc tout le monde ne subit pas la même pression en classe préparatoire. Ça dépend les élèves. Hein. C'est individualisé tout ça. Attention. Hein. Donc c'est pas exercé de la même manière par tous les enseignants, ni sur tous les élèves, dans toutes les matières de la même manière. Ça va varier en fonction des dispositions des élèves et de ce que les membres de l'institution préparatoire supposent ou évaluent de leur capacité à l'autocontrainte. Peut-être que ceux qui l'ont bien vécu avaient une capacité à l'autocontrainte très forte, donc ils n'avaient pas à subir des pressions, quoi. Lors d'un conseil de classe en prépa scientifique, un enseignant de sciences à propos d'un cas d'un élève qui ne s'y est pas mis, donc au travail. Pour lui, la bonne pédagogie, c'est la pédagogie du coup de pied au derrière, je pense. Ah, donc il va subir des coups de pression, quoi. Top. Hein. On est passé de travail à autocontrainte, ouais. Mais dégagez! Merci Sweetberry pour le raid. Bienvenue à toutes et à tous. On est en train de lire les commentaires que font les profs lors des conseils de classe en prépa scientifique. Asseyez-vous, accrochez-vous bien. C'est une expérience à vivre. J'ai assisté précédemment à la réunion de rentrée d'une des prépas scientifiques, celle des prépas éco. Se fait dans une ambiance différente. Le proviseur qualifiera de teigneuse. L'ambiance? Une ambiance teigneuse? En début de réunion, il prend vivement les élèves à partie. À la fin de la réunion, il me dit « Vous avez vu la différence aujourd'hui qu'avec les scientifiques ?» On sentait que si on relâchait la pression, les prépas économiques, allaient partir en vrille. Ah. Genre, c'est plus facile de cadrer les scientifiques que les écoles, là. Ils contrastent entre les deux classes. Aïe. Donc, il faut être serrer beaucoup plus la vis avec les prépas éco. C'est marrant, à chaque fois que leur méthode ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de répression. Exactement. Ouais, c'est fou, hein. C'est incroyable.
Est-ce que Muriel Darmon parle des soirées coutumes, gueulantes, sexisme, etc. Non, elle a pas dit qu'elle avait fait... elle a pas participé à ça. Elle a été en conseil de classe, elle a passé du temps en immersion dans l'école, elle a fait des entretiens avec le personnel administratif, les profs et les étudiants. Mais elle a pas été invitée aux soirées, la pauvre. C'est vrai que c'est un autre sujet à part entière, ça. Cet équilibrage entre... Peut-être qu'elle en parlera un moment, mais en tout cas, dans l'introduction, elle n'en a pas parlé. Donc, ça veut... comme l'introduction présente tout ce qu'elle va dire globalement, voilà, je pense qu'elle n'en parlera pas. Je pense qu'elle l'a pas fait. Sinon, elle nous l'aurait dit. Avant qu'elle nous fasse une petite surprise. Cet équilibrage entre disposition des élèves et pouvoir institutionnel se joue aussi au niveau des matières scolaires, et notamment de leur place dans la hiérarchie symbolique d'une classe donnée. C'est vrai que tu vas valoriser plus ou moins telle matière. Tu vas te mettre à bosser plus dans une matière qu'une autre. Nous aussi, on faisait ça au lycée. Enfin, tout le monde fait ça, quoi. Là, ça vaut plus le coup de bosser parce que ça vaut plus, c'est plus important, machin. Les enseignants des petites matières peuvent être en position de devoir davantage encore mettre la pression. Ah oui, sinon les gens, ils bossent pas. Voici ce que dit le prof de langue, hein, dans une prépa scientifique. Ah oui, parce qu'on s'imagine toujours que parce qu'on est en classe prépa, c'est extraordinaire ce que les élèves travaillent. Ah non, hein. Quand on a une matière comme la mienne, c'est sans arrêt qu'il faut maintenir une certaine pression. Hein. On sent qu'il y a une pesanteur et il faut continuer de secouer le public. Hein. Ça vient pas du tout naturellement. Allez, il faut secouer les élèves, là. Ces variations n'empêchent pas la généralité de procédures mises sous pression des élèves et la continuité de cette 4e technique disciplinaire. Donc il y a des variations, mais quand même, globalement, il y a une mise sous pression de tout le monde. Oh là là, merci! Incroyable. Merci l'équipe d'Origami pour le raid. Mais dégagez! Merci l'équipe d'Origami pour le raid. On est en train de lire sur la mise sous pression des élèves de classe préparatoire. Voilà. Il faut mettre la pression aux élèves pour qu'ils travaillent en classe prépa et s'assurer qu'ils travaillent bien. Donc, il y a une pression qui est assez forte. On est en train de parler de ça. Bienvenue à tous et à tous. Salut Abby. Salut Grumpy Pants. Salut Shemaka. Salut ma dingue. À propos des événements festifs et d'intégration dans l'enseignement supérieur, je vous invite à répondre à l'enquête de l'Observatoire des VSS dans l'ESR. Elles font un super taf. Ah, j'ai pas vu passer ça. Après, moi, j'ai pas eu de soirée d'intégration et de bisutage et tout ça. J'ai pas fait de classe préparatoire, hein, je tiens à dire, pour celles et ceux qui arrivent. Mais au-delà de ça, j'ai pas fait de soirée d'inté et tout. Salut Captain Boussole. Salut Bria et Ross. Dans mon ancienne prépa, l'année suivante, les prépas éco étaient tellement sous pression et stressés qu'il y a eu des crises de spasmophilie, des malaises pendant les cours. La prépa a réagi en leur organisant des réunions par une sophrologue sur la gestion du stress. Ah oui, d'accord. Et ils n'ont pas remis en question leur méthode de travail, quoi. Ah. Ah. Là, nous sommes en train de lire une enquête qui a été réalisée par Muriel Darmon en 2015 sur des classes préparatoires d'un lycée plutôt bien classé de province, anonyme. Un grand lycée de province, c'est anonyme, on ne sait pas lequel. Et on voit des prépas scientifiques, MSP et prépa économique. Comme j'ai pas fait prépa, j'ai du mal avec les acronymes, mais voilà. Je sais pas ce que ça veut dire CPGE, les gens, je sais pas. Si la mise sous pression est explicitée par certains enseignants, l'observation directe des cours livre les techniques, non toujours décrites, qui finissent par composer ce qu'on pourrait nommer un travail de l'empressement. Oui, parce qu'en gros, elle a pas juste discuté avec les profs et les élèves, elle s'est aussi incrustée en cours. CPGE, prépa, tout simplement. Ah oui, d'accord. Classe préparatoire aux grandes écoles. Oui, donc là, on parle des CPGE. Hein. Bien sûr. Hein. Je sais exactement de quoi je parle. Je te voyais pas dans la barre sur le côté. J'ai été censurée, Rigop! Comment ça? C'est grave. Donc, les profs, ils vont te mettre dans un travail de l'empressement. En gros, tu fais en sorte que la pression et le rythme se maintiennent en permanence. T'es toujours pressé, il y a toujours des deadlines, t'es toujours dans la course. On retrouve l'analyse sur laquelle on s'est appuyé pour proposer le terme d'institution enveloppante. Donc c'est un caractère extrêmement intensif de l'apprentissage, l'immense effort déployé pour porter presque violemment les esprits au travail. T'as pas le choix que de travailler. Si tu travailles pas, tu culpabilises. L'obligation pour l'élève de tendre sans cesse les ressorts de son activité d'une manière vertigineuse et pressante.
Tout induit les élèves à l'effort. Comment l'empressement des élèves est-il induit ou produit? Ce qui frappe, c'est le nombre et la diversité des instruments de pression. Allez, accrochez-vous, c'est le moment. Tout d'abord, on l'a dit, les notes et le classement sont utilisés par les enseignants comme une incitation au travail, à l'échelle d'un élève donné. Si vous travaillez, vous pourrez transformer ce 5 en anglais en 9 ou 10, ce n'est pas si difficile. Si vous voulez aller en école, ça se mérite. Ou dans la comparaison, voire la compétition avec les autres. Toutes les prépas, c'est pareil. Ah, ça, toutes les prépas, c'est pareil. Hein. Je suis désolée, faut arrêter de dire c'est les pires. Toutes les prépas, c'est pareil. Là, on est en train d'énumérer le fonctionnement des prépas en général. Hein. À travers l'exemple d'une, mais c'est comme ça que fonctionne l'institution des classes préparatoires. Voilà, il faut assumer. Hein. Voilà ce que dit le prof de français dans une prépa scientifique. Bon, il y a la technique, je dirais, bête et méchante, qui consiste à dire que c'est vraiment trop dommage d'avoir une sale note en français le jour du concours, quand on sait que beaucoup de gens parmi eux se valent en niveau mathématique. Franchement, les langues vivantes et le français, c'est une bonne occasion de se démarquer. Bon, ça marche pas toujours ce genre d'argument, c'est sûr. Hein. Ils savent très bien que pour l'instant, ils sont tous copains, mais que le jour du concours, ils seront en concurrence. Bon, bah ma foi, ça marche. Les gens qui viennent me dire « Non, trop bonne ambiance, hein, pas de compétition en prépa. » Ouais, ouais. Mais le jour du concours, c'est chacun pour sa gueule. Il y a les mêmes dispositifs dans toutes les classes préparatoires. Hein. C'est pas parce que vous avez eu une bonne ambiance dans votre classe préparatoire qu'il n'y a pas le même dispositif qui est mis en place. Juste peut-être que vous avez plus résisté ou que les profs avaient moins envie de vous mettre la pression parce qu'ils avaient autre chose à foutre. Mais parce qu'ils se prenaient pas pour l'élite de la nation. Mais ça reste que ce sont les mêmes dispositifs en fait. Arrêtez d'être dans le déni. Pendant ma prépa, prendre une douche, j'avais l'impression de perdre du temps. Maintenant, après 5 ans, plus de 5 ans hors prépa, j'ai toujours besoin d'être saturée pour travailler. Oui, ça te conditionne à travailler dans certaines conditions, ouais. Mmh. Parmi les gens que j'ai connus, parisienne égale élitiste encore plus, et province encore plus de pression pour respirer des stats au concours. Ouais, ouais, c'est vrai. Faut que tu performes au concours parce que t'as moins de chances de l'avoir, quoi. Bah ouais. Donc la pression doit être énorme, c'est vrai. Moi, ma prépa, il y avait une bonne ambiance, sauf que quand j'y repense rétrospectivement, en fait, pas du tout, c'est la torture. Bah, ça reste une institution enveloppante qui prend tous les aspects de ta vie, ce n'est dédié qu'à ça, tu ne penses qu'à ça, et tu es fait pour performer. Donc, voilà, ça, c'est les faits, malheureusement. Ah non, mais médecine, c'est pareil, ouais, bien sûr. Médecine, STAPS, pour moi, ça rentre là-dedans, même si c'est à la fac, hein, bien sûr, ouais, clairement. Voilà ce que dit le prof de sciences de l'ingénieur en prépa scientifique. Je leur ai fait un petit discours, là, déjà, pour les projeter un petit peu. J'avais pas envie de leur faire le discours c'est sur les petites matières que vous allez faire la différence. Je leur ai fait plutôt le discours quand vous êtes à 10 en maths, pour passer à 11 en maths, ça vous demande un énorme travail. Mais quand vous êtes à 10 en sciences de l'ingénieur, pour passer à 15, vous verrez que le travail n'est pas important. Ah, malin. Les notes peuvent donc être autant un instrument qu'une mesure. Suite à l'observation d'une séance de colle avec le prof de français d'une des classes scientifiques, je lui demande de m'expliquer les notes qu'il a mises à chacun. Oh, Caroline, ça vaut plutôt un 10-11, mais je vais lui mettre 12-13 parce qu'elle a une très mauvaise note à la dernière disserte. Pour des questions de morale, je préfère. L'école, c'est pas un concours. On peut jouer sur les notes pour obtenir certains effets sur les élèves. Bah, exactement ce que je vous disais que je faisais. Quelqu'un qui est en galère, où je sais que ça passe un bon mauvais moment, et qui en plus est sur la bonne voie du travail, je vais... Et en fait, c'est ça. Tu bouges de 1 ou 2 points. C'est exactement ça. Parce que sinon, tu sais que la personne, elle va abandonner. Sauf que la diff, c'est que moi, mes élèves, s'ils abandonnent, ils perdent leur bourse. Ils perdent leur bourse. C'était ça l'enjeu. Donc, j'essaye de maintenir l'intérêt, quoi. Faut pas que la note, ça soit violent et ça soit une sanction, quoi. Sinon, ça sert à rien. C'était ça que je faisais. Voilà. L'arsenal évaluateur se double ainsi constamment d'un rôle d'incitation au travail, jusqu'au conseil de classe qui devient susceptible d'un tel usage, par exemple, mais pas seulement, à l'égard des délégués qui sont physiquement présents lors de la séance. Alors, les délégués de classe, est-ce qu'on peut le dire que alors ceux-là, c'est vraiment le top du top. Hein. Là, on est face à des... on pourrait avoir des
Délégués syndicaux? Non. On a des délégués de classe. Hein. J'adore. Cette culture de merde. Ah oui, le coup de pied au cul, ça on l'a vu, on l'a lu plus tôt. J'ai eu pareil à l'inverse, le premier devoir sur table de philo en Cagne, après une année de dur labeur pour arriver à 11, le prof me rend ma copie en disant « Bon, ça valait 7, mais j'ai mis 5 pour te mettre un coup de pied au cul. » Ouais. Ouais, ça on l'a lu plus tôt, que ça pouvait être aussi un des comportements qui a été fait. Bien sûr. Conseil de classe d'une prépa scientifique. On arrive au cas du délégué, une ancienne du lycée dont les enseignants disent qu'elle a des capacités, mais qu'elle traîne avec un groupe qui ne fout rien. Putain. Le proviseur adjoint commence à lire. Ensemble, relativement, la CPE complète. Modeste par rapport à ses capacités. Mais qu'est-ce que t'attends pour te mettre au travail? Le prof de chimie. C'était bien parti, hein, puis ça a été la dégringolade. Proviseur adjoint. Maintenant, c'est fini, hein, on rentre dans le rang. Professeur de sciences informatiques, je sais pas quoi. Il y en avait un, là, dans l'autre classe. Il travaillait encore moins que vous. Il n'est pas passé en 2e année. Hein. C'est pas pour vous faire peur, mais... Prof de physique. Hein. Le challenge pour vous, c'est l'étoile. Vous avez les capacités d'être dans le wagon étoile, mais pour l'instant, vous n'y êtes pas. Proviseur adjoint. On peut convoquer vos parents? Ça serait nécessaire? Prof de physique. On pourrait déjà leur envoyer le bulletin. Hein. Prof de chimie. Ils sont majeurs. Hein. Appelez, convoquer les parents. J'ai envie de leur mettre un coup de pied, là. Bien placé. Prof de chimie. C'est surtout dommage. Hein. Ne vous laissez pas entraîner par le groupe dont on a parlé. Hein. Prof de physique. Je ne sais pas si c'est elle qui se fait entraîner ou si bien c'est elle qui entraîne, en fait. Hein. Oh. À la fin du pré-conseil, le prof de physique se tourne vers les délégués. Nous, on a un message à faire passer aux élèves. En tout cas, à ceux qui disent « C'est pas trop dur pour l'instant, c'est bon, j'ai pas trop à me bouger pour l'instant, franchement. » Il ne faut surtout pas penser ça. Prof de chimie. Il y a un risque supplémentaire dans le cas où la classe est d'un bon niveau. Ça peut creuser les écarts. Mais dégagez! Mais dégagez! Top, on adore. Salut Satrap Mandagor. Merci beaucoup pour, merci pour le raid. Salut Zippolette, merci beaucoup. On est en train de lire les commentaires que font les profs sur leurs élèves en classe préparatoire. Oh, ouais. J'ai envie de leur faire goûter leur pédagogie, exactement. Merci Satrap pour le raid, bienvenue, merci beaucoup. Salut Bouffe. Salut Loulou. On dirait un transcript d'une série. Non, malheureusement, c'est la vraie vie. Oh là là. Je sais pas si c'est commun à toutes les prépas ou si c'était juste en lettres, mais il y a ce truc où les profs investissent du temps sur des élèves en fonction de leur propension à réussir les plus prestigieux concours. Bah, tu mises sur ton poulain. Hein. Moi, j'ai l'impression de comparer ça à une écurie depuis le début de ce stream. Mais j'ai vraiment cette impression-là, quoi. C'est quand même terrible. Hein. La pression préparatoire est de plus clairement quelque chose dont on joue et dont elle se donne à voir dans des dosages subtils. Par exemple, des exigences de travail réfléchies minutieusement entre le trop et le trop peu. Faut que tu travailles trop. Faut pas que tu travailles trop. Si tu travailles trop, ça veut dire que t'en as plus sous la pédale. Mais il faut pas que tu travailles trop peu, sinon on va te mettre un coup de pied au cul. Ah, c'est fin comme évaluation. Hein. On adore. Là, j'ai de nouveau un peu peur pour la rentrée des vacances de Noël, par exemple, nous dit le professeur de chimie d'une prépa scientifique. J'ai l'impression qu'on n'a pas prévu suffisamment de devoirs. C'est toujours un moment particulier où il y a le changement de semestre, où ils n'ont pas de colle, l'emploi du temps change, ils n'ont pas de colle pendant une semaine parfois à cause du planning ou pas de devoirs. Et puis là, je sens que les fêtes d'un fin d'année, plus tout ça, bon, on les perd un petit peu. Hein. C'est plusieurs fois dans l'année où c'est comme ça. Ça peut être aussi tout simplement un cours où ils ont en soi plus de travail que ce qu'ils n'arrivaient à faire. Soit tout à coup moins et ils se sentent plus libres de ce qu'ils pourraient faire. Enfin, de ce qu'ils devraient faire. Oui, donc en fait, il faut pas les laisser libres, sinon ils vont prendre l'habitude de rien foutre. Ils se sentent trop libres, quoi. Trop autonomes. Hein. Malheureusement, parfois, quand c'est pas assez, ils en profitent pour relâcher trop. Enfin, quand c'est moins de travail que d'habitude, ce qui pourrait être largement suffisant encore, ils relâchent trop. Mais ça veut dire quoi, ils relâchent trop, exactement? En prépa d'art, ouais. Ouais, prépa d'art, c'est pareil, hein, bien sûr. Une colle, c'est un examen oral. Ils ont des examens oraux toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ne pas les perdre. Sur le modèle du réanimation d'urgence, l'institution préparatoire doit donc s'assurer que le souffle du travail ne faiblit pas et reste fixé au niveau vitaux. Elle est incroyable cette phrase. Vite! On veut pas le perdre! Faut pas le perdre! Vite! Réanimation cardiaque. On le perd! On est en train de le perdre! Non, il a pas travaillé! Il a pas travaillé pendant les vacances de Noël!
Faut pas le perdre. C'est insupportable. Bon. Il y a une deuxième famille des instruments de pression, mais là, je commence à saturer. Donc, on s'en souvient mutuellement, le chat. Page 80. On était page 80. On s'en souvient mutuellement. Là, faut que je m'arrête. Je vais faire un AVC, là. Faire un AVC, là. Ah, bonjour. Bonjour, Ultia. Merci pour le raid. On se voit ce week-end au Frames, Ultia. Pouloulou. Bienvenue à toutes et à tous. J'étais en train de parler des classes préparatoires. Des grandes écoles. Désolée. Désolée pour mon robot qui est agressif et qui vous accueille mal. Et c'était très dur à lire, là. Là, on va faire un petit react C'est pas sorcier. Vous arrivez pile poil pour le react C'est pas sorcier. Pour ventiler, parce que c'est difficile, là. Les profs qui disent qu'il faut qu'ils mettent constamment la pression à leurs élèves et qu'ils leur donnent toujours du travail, parce que sinon, ils se relâchent. Et quand ils se relâchent trop, il faut ne pas les perdre. C'est terrible, hein. On a vu les techniques disciplinaires qui sont utilisées sur les élèves de prépa, et franchement, force hein, à celles et ceux qui sont en prépa aujourd'hui, hein, ou qui veulent y aller, ou qui y ont été, s'ils sont traumatisés, tout ça. C'est pas facile, hein, franchement. Ouais. Ça a l'air extrêmement intense. Je vais juste changer le titre pour se préparer pour C'est pas sorcier, comme ça vous savez ce qu'on fait. Ici, tous les mercredis à 17h30, on fait des lives lecture de sciences sociales et des petits réacts à C'est pas sorcier. C'est dur mais intéressant. Ah non, mais c'est juste que ça m'énerve. Après, on a lu des sujets beaucoup plus durs parfois, mais c'est juste qu'effectivement, c'est agaçant. C'est agaçant. Tu te dis, mais waouh. Mais du coup, vous êtes une institution disciplinaire, quoi. Je vous libère le chat, pardon. Les gens de chez Ultia, vous pouvez pas écrire. Et tous les autres qui raident depuis le début, j'avais bloqué le chat. C'était à cause de Furax. J'ai participé à Furax le week-end dernier. Et du coup, j'avais bloqué le chat pour pas avoir de commentaires toxiques. Voilà. Furax qui était un événement pour lutter contre les cyberviolences. Pendant lequel tu peux subir des cyberviolences, on adore. Voilà. Si jamais vous connaissez pas Furax, je vous mets le lien de l'assaut et de ce qui s'est passé ce week-end dans le chat. Mais voilà. Je vous ai libéré le chat, désolé. Je viens juste de réaliser en regardant mon stream deck pour changer de scène. Je viens de réaliser que j'avais mis le bouton pour bloquer le chat. Désolé. Donc il y avait que les followers qui connaissaient la chaîne qui pouvaient parler, quoi. J'ai abusé. J'ai pas fait exprès. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on se regarde comme si c'est pas sorcier, là? Franchement, les classes préparatoires, je suis contente qu'on fasse un cycle là-dessus parce que j'apprends plein de choses. Je savais même pas ce que c'était qu'une colle. J'espère que ça vous plaît. On est parti pour encore plein de semaines à parler des classes prépa. Donc si vous avez loupé, ne vous inquiétez pas. On continue dans les semaines à venir. C'est pas perdu. Mais moi, je me dis, même s'il y a beaucoup de gens qui viennent des classes supérieures et aisées qui sont dans les classes préparatoires, je souhaite quand même à personne d'avoir des profs qui se comportent comme ça avec toi et de traverser une institution comme ça. Hein. Des bisous, Cookie Fleck. Repose-toi bien. Merci pour le follow. Alors, un petit c'est pas sorcier, ouais. Un petit c'est pas sorcier. Tier list. Hein. Maker. Ah bon? Je pensais que tu faisais ce stream par rapport au débat en ce moment sur la prépa sur Twitter. Ah bon? J'avais pas vu qu'il y avait un truc là-dessus. Après, j'avoue, j'ai pas beaucoup regardé Twitter, là. Comme j'étais en événement et que après j'ai couru partout, j'ai pas trop regardé. Donc, attendez, qu'est-ce qui se passe? Les prépas contracts hein. Ta-la-la. Palala. Je suis en train de me connecter à C'est pas sorcier pour choisir l'épisode. Hein. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Hein. Il y a eu un thread de gens qui partagent des expériences de prépa similaires à celles que t'es en train de lire. Et les gens leur disent « Oui, mais vous êtes des bourges, quoi. » Ah ouais? Mais non. Ah non, c'est le hasard complet. C'est le hasard complet. Hein. Et là, il va bientôt y avoir les concours aussi, apparemment. Mais c'est le hasard complet de mon côté que je sois en train de faire ça. Ah non, franchement, on souhaite ça à personne. Hein. Mais bien sûr, ça fait partie du fait hein, que c'est les gens les plus aisés qui font ça. Mais quand même... non. Merci Médalérienne pour les 39 mois de soutien. Merci beaucoup. Non, mais dans ce cas-là,
Tu sais, c'est horrible, tu vois, comme dans ce cas-là, quand t'as des gens qui témoignent, c'est marrant parce que quand c'est par message privé, enfin par message écrit plutôt, les gens humanisent pas trop. Mais tu vois, quand c'est Shishayu par exemple, ou même comme je disais, Florence qui parle de ce qu'elle a vécu par rapport à ses études de droit, quand c'est les gens parlent de leurs études et que on les voit, tu vois, on s'identifie à eux, là on se dit putain c'est horrible, ça a l'air difficile, etc. Mais à l'écrit, je trouve que souvent les gens sont extrêmement vindicatifs et violents, quoi. Mais jamais personne irait dire à Shishayu mais si tu étais là-bas, t'étais peut-être pas à Bourges, sale merde. Tu vois, personne ferait ça, enfin, ça n'a aucun sens, c'est horrible. C'est horrible. De se poser la question de à quoi ça sert la prépa, c'est hyper important. C'est ce que fait Muriel Darmon et c'est ce qu'on va faire du coup pendant tout ce cycle de lecture. Ça sert justement à rendre légitime des gens en faisant croire à la méritocratie. C'est un gros sujet tout ça, la méritocratie, comment ça fonctionne, pourquoi il y a des grandes écoles et tout ça. Mais par contre, de venir cracher sur les gens qui témoignent de leur souffrance, c'est quand même horrible. Ouais, mais s'il y a des gens qui témoignent alors qu'ils en sont sortis, c'est quand même différent que des gens qui sont en train de mépriser la fac, bien sûr. Je sais très bien que c'est aussi des connards bourges élitistes et méprisants et qu'il y a des gens qui vont cracher sur la fac et mépriser les autres, ça je me doute bien. Hein. Je le vois très bien. Et là, dans ce cas-là, évidemment, ça donne envie de s'énerver. Mais s'il y a des gens qui témoignent de leur souffrance, c'est toujours un peu bizarre de venir dire ouais, ta gueule. Tu peux dire par contre, oh bah dis donc, on serait pas un peu hypocrite hein. Est-ce que moi, quand je témoigne de ce qui se passe à la fac, tu viens me dire, oh, c'est bon, c'est laxiste, vous glandez rien. Enfin, tu vois, voilà.